Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux ce soir, des habitués, des pratiquants de basket, je suppose, des silhouettes plus sportives que d'habitude parfois. Et voilà, nous sommes ravis d'accueillir ce soir Monsieur Janssen, qui est président de la commission patrimoine de la Ligue régionale de basketball. Et je suis doublement ravie puisque voilà, nous l'avons rencontré lorsqu'il venait faire des recherches en salle de lecture. Et donc on a pu tout de suite lui proposer une présentation de ses découvertes et de ses travaux, puisque c'était pile le moment où on lançait de notre côté notre programme sport, donc qui a rythmé toute l'année 2019. Donc, conférence de ce soir, une petite histoire du basketball dans l'Oise, agrémentée, une fois n'est pas coutume, d'objets, de tenues sportives, etc. Et puis il y aura bien sûr en fin de conférence un temps d'échange pour questions, remarques et débats qui ne manqueront pas, j'en suis certaine. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, j'ai pas besoin de parler plus fort. J'aurais peut-être préféré le faire sans micro, mais comme on a une captation vidéo, c'est mieux visiblement avec le son qui sera comme ça, micro. Merci beaucoup au personnel, Madame la directrice des archives départementales de Mont-Sauvin. C'est une grande première pour moi. J'ai l'air à l'aise au micro, mais en fait, pas du tout. Je n'ai jamais fait ça devant autant de gens. Et les gens qui me connaissent au niveau basket, Picardie, savent que je suis un passionné, mais là c'est autre chose, c'est quand même une présentation assez sérieuse, donc j'ai dû bûcher un peu plus mon sujet tout de même. Les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent Janssen, je suis obligé de vous reprendre, président de la commission patrimoine de la Ligue de Picardie, car depuis un an, la Ligue de Picardie Basket n'existe plus, cette région a été englobée dans les Hauts-de-France, et il n'y a pas de commission patrimoine à ce jour au niveau Ligue Hauts-de-France. Je ne suis plus dans la région depuis un an, je suis parti pour raison professionnelle du côté de Bordeaux. Et donc c'est avec plaisir que je suis revenu exceptionnellement pour vous faire cette présentation. Non, pas tout de suite, attendez, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je veux que ça soit vraiment cool entre nous. Voilà, je vais peut-être tomber la veste d'ailleurs, parce que ça fait un peu sérieux. Et c'est dans un esprit échange, collaboratif, de temps en temps, peut-être que je vais vous passer la parole si certaines choses vous concernent, pour les gens que j'ai repérés dans l'assistance et qui sont concernés par tel ou tel slide, enfin, diapo, on va essayer de parler bien français. Parfait, j'avais même pas besoin de demander. Merci à la collègue qui est en régie. Est-ce que vous voyez bien? C'est un petit peu... C'est pas trop flou, ça va? Ça va bien? Vous reconnaissez le joueur en photo? C'est qui? Michel Oyer. Voilà. Oyer, ça veut dire quelque chose? La famille Oyer? Quel film? Marny-les-Compiègnes. Voilà. Le terrain, vous reconnaissez? Le Clos des Vallées. Marny-les-Compiègnes. Pas évident. Alors, j'ai une petite télécommande pour pouvoir faire les deux en même temps. Donc, rapidement, comment va se passer cette conférence? On est là jusqu'à 21h, j'espère que vous avez prévu un casse-croûte. Non, c'est pas vrai. En fait, je ne connais pas le timing, mais je vais essayer de... On va rester dans les délais pour ne pas faire trop long, ne vous inquiétez pas. Je ne pouvais pas démarrer tout de suite en vous parlant de basket en Oise, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça a commencé, sans revenir en arrière à la jeunesse vraiment de ce sport. Comment ce sport est né, et comment il est arrivé en France, et ensuite comment il est arrivé dans l'Oise, entre autres. J'ai oublié de vous dire, je ne suis pas un universitaire du basketball, je ne suis pas un historien avec son cursus scolaire, je suis avant tout un passionné. Donc il y aura peut-être des lacunes, des manques de justesse, veuillez m'en excuser, mais je vais essayer de faire au mieux. Le basket est né en 1891 aux États-Unis, à Springfield, une ville du Massachusetts, vers Boston, dans le nord-est des États-Unis.
La spécificité du basket, à la différence du football ou du rugby, c'est qu'on peut dater exactement son début. Le foot ou le rugby, vous savez peut-être que surtout ici en Picardie, dans l'Oise, près de Tricot, on dit que c'est un dérivé de la choule. Vous connaissez la choule dans l'Oise. Ce sport assez rugueux, et on dit que quelques centaines d'années après, le football serait héritier de la choule, comme le rugby. D'ailleurs, au début, on appelait ça football-rugby, à la différence du football association. Peut-être que le micro saute, je ne sais pas si la batterie elle est nickel, non? Ça va? On m'entend bien? Oui, oui. Ouais, ok. Voilà, le bâtiment où tout a commencé, à Springfield, c'est le bâtiment de... On n'est pas de lui, mais bon, de la YMCA. La YMCA, c'est pas qu'une chanson disco, c'est... Je suis obligé de vous... Parce que c'est l'idée qu'on a tout de suite quand on entend YMCA, c'est l'association chrétienne des jeunes gens. Young Men Christian Association, et c'est par ce biais-là qu'est né le basketball. Je vais vous expliquer pourquoi, comment. Certains connaissent l'histoire des tout débuts du basket de la YMCA. Je ne veux pas faire des redites. Voilà, une personne. Bon, bah donc je peux y aller. Donc, la légende raconte qu'en une seule nuit, le basket a été créé. Ce docteur Naismith, qui est un Canadien, qui n'est pas américain, on lui a demandé, le directeur de son école à Springfield, lui a demandé une activité pour pouvoir occuper les garçons pendant l'hiver, qui étaient occupés à faire les sports américains habituels, foot US, baseball. Et comment les occuper l'hiver quand les terrains extérieurs sont gelés? Il faut une activité d'intérieur pour les occuper. Donc il a demandé à son cher prof Naismith, trouve-moi un truc, trouve-moi une idée, invente un sport. Donc c'est la spécificité du basket, c'est un sport de commande. Le basket, la veille il n'existait pas, le lendemain il a existé. Et ça c'est différent du foot ou du rugby qui découle de pratiques plus anciennes. Donc Naismith est protestant, donc la YMCA c'est une association, une structure plutôt d'obédience protestante, catholique protestant, et qui répond à certains principes, certaines valeurs. Elle s'articule sur, je vais voir si ça marche le truc, elle s'articule sur 3 points, l'esprit, l'intellect, le corps. On veut forger dans les YMCA des sportifs, ça s'adresse aux hommes beaucoup, des sportifs complets, athlétiques, mais aussi développer leur esprit et leur âme. Donc, il a réfléchi à un sport qui pourrait réunir tous ces principes. Là, on a une vue du gymnase originel à Springfield. Quand je parle de principe, regardez, aujourd'hui ça peut faire sourire, mais il a inventé le basket avec cette idée-là. La notion chrétienne de l'amour du prochain. Alors, ça peut faire marrer quand on voit les tout premiers matchs qui ressemblaient plus à du pugilat, à de la choule que du basket, parce qu'au début, on n'avait pas le droit de dribbler. Donc, la genèse du jeu en lui-même. Dr. Jess Naismith demande à l'intendant de l'école de lui fournir quelque chose qui pourrait ressembler à une corbeille. Il a l'idée de l'installer en hauteur pour développer l'adresse. Que ce ne soit pas un jeu de force ou de contact comme du foot américain, développer l'adresse. Donc, l'intendant récupère un cajot de pêche, un panier à fruits, qui sont à cette époque plutôt de forme ronde comme nos corbeilles à papier. Naismith a l'idée d'accrocher cette corbeille à la hauteur de la piste d'athlétisme qui est au-dessus de son gymnase. L'effet intéressant, cette hauteur, elle est restée la même jusqu'à aujourd'hui. Elle est de... Parfait, 3,05 m. Donc, il écrit, il planche Naismith sur 13 règles du basket, dont 5 grands principes originels. Les principes, c'est un ballon rond, on joue avec les mains, on a le droit d'être à n'importe quel endroit du terrain. Par contre, on ne court pas la balle en main. Au tout début, il n'y avait pas de progression en dribble. Le basket, dans les valeurs qu'il voulait promulguer, c'est l'entraide, l'esprit d'équipe. Donc on se fait des passes. Mais
pas de contact. Le but, le panier donc, le but sera élevé, horizontal et de petite dimension. Encore une fois, pour qu'on fasse appel plus à l'adresse que à la puissance. Pour la petite histoire, les règles originelles, 2 pages comme celle-ci, se sont vendues en 2010 à 4,3 millions de dollars aux enchères, ce qui en fait l'objet le plus cher de l'histoire du sport. Ça a été récupéré par un fonds d'investissement de l'Université de Kansas aux États-Unis, là où Naismith a enseigné ensuite, après Springfield. Une vue du gymnase originel, avec ici le panier accroché, le cajot de pêche. Et là, colorisé, une photo de la toute première équipe de l'histoire. Donc le premier match, avec professeur Naismith ici, vous voyez que la mode était plutôt à la moustache, hein, à la fin du siècle dernier. Voilà, c'est super moustache. Au début, c'était 9 contre 9. Petit à petit, on est passé à 5 contre 5 en 1897. À savoir, dès l'année suivante de la création du sport, les féminines jouaient aux États-Unis. Ça n'a pas été mis de côté pendant très longtemps. Mixité. Pardon, pas mixité dans le jeu, mais les filles jouaient de leur côté, entre filles, bien sûr. Petite vue sur des paniers d'époque. Au tout début, les paniers, les filets étaient fermés. C'était parfois pas des filets, c'était la maille de fer au tout début. Ensuite, ils ont été fermés. Il y a eu beaucoup d'évolution petit à petit. On est passé... Alors, ça, vous ne connaissez peut-être pas, je l'ai découvert en faisant une petite recherche. Alors, au tout début, on avait une échelle à côté du panier pour aller récupérer le ballon à chaque panier marqué. Et ils en ont eu marre de faire les allers-retours d'échelle. Hein. Donc, il y a des mecs qui sont quand même... qui réfléchissent aux États-Unis. Alors, on va inventer un système avec une tirette, là, qui va tirer sur cette languette de filet ici, et qui va ouvrir le filet à la base. Comme ça, le ballon, il pourra tomber en dessous. Pareil pour ce genre de basket. Cette forme-là vous rappelle peut-être celle du baby basket, dans les années 80. On avait des petits paniers comme ça. Et des photos, si vous voulez. Oui. Moi. De Laurence, avec un baby basket. Oui. C'est Frédéric qui joue, il me semble. Oui, c'est voilà. Ça. Non, je ne vous présente pas parce qu'il est déjà en train de se cacher, donc on fera ça plus tard. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, cette photo, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc pour jouer au basket à l'intérieur, on avait réfléchi à cette tirette. Aux États-Unis, le basket se développe avant 1800, entre 1891 et 1800. Dès 1998, on joue déjà en professionnel. On appelait ça les kegers, des gens qui jouaient dans des cages. Regardez, c'est des cages carrément autour du terrain de basket. Des joueurs professionnels avec beaucoup de public autour dans des salles. Dès 1904, au JO de Saint-Louis, le basket est sport de démonstration. Et les universités prennent la suite du mouvement YMCA en intégrant le basket dans leur programme. 1893. 2 ans après seulement. Vous me coupez si vous voulez dire des choses, levez la main, n'hésitez pas. Parce que quand je suis parti, j'arrive plus à m'arrêter, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Théâtre de la rue de Trévise, tel quel aujourd'hui. On en a malheureusement parlé il y a 1 an, il y avait une très grosse explosion juste à côté. Vous vous rappelez, il y a une boulangerie, tout l'immeuble à côté qui avait sauté. On a eu peur, dans notre petit monde du basket, que le bâtiment soit touché. Il faudra rendre le téléphone à Madame Peix, quand même. Alors, le YMCA, c'est un mouvement à l'échelle mondiale. Ils ont des ramifications dans tous les pays du monde. Dès 2 ans après, la France, enfin plutôt un fonds d'investissement avec des Américains qui ont décidé de construire un gros bâtiment dans Paris, pour la YMCA de Paris. Donc ces riches Américains ont offert des millions de dollars de l'époque pour construire ce bâtiment en remerciement à la jeunesse française qui était venue combattre avec Lafayette aux États-Unis. Donc en retour, on a confié l'architecture du site, du bâtiment à un
disciple de Gustave Eiffel. Donc c'est un bâtiment avec beaucoup de structures métalliques et ces deux fameux poteaux qui soutiennent l'ensemble avec les plafonds qui sont à 6 mètres de haut. Donc en sous-sol actuellement du théâtre Trévise, où vous êtes peut-être déjà allé voir des pièces de théâtre, il y a un gymnase qui n'est pas ouvert au public. Il est ouvert que lors des journées du patrimoine et on y fait encore des activités sportives pour les gens du club, du théâtre et la YMCA locale, enfin l'UCJG en France, l'Union chrétienne des jeunes gens, arrive à se faire un peu d'argent en louant le site pour des shootings photos, des trucs de mode, des choses qui ramènent un peu d'argent à la structure. Revenons en 93. En sous-sol, on veut des installations sportives. Donc on va reconstruire à l'identique ce qui s'est construit à Springfield. Donc on fait venir des États-Unis le même bois pour la piste d'athlétisme, le même parquet. Donc là vous voyez des structures de gymnastique, parce que YMCA, culture physique, tous les sports, et dans ce bâtiment il y avait aussi à l'époque une piscine, qu'on appelait un natatorium, il y avait aussi une piste de bowling, il y avait une salle de théâtre, il y avait plein de choses en plus de l'internat pour les jeunes garçons qui venaient étudier à Paris. Parce qu'aux États-Unis, la YMCA, c'était surtout au début quelque chose de citadin, ça se passait dans les villes, c'était une structure d'accueil pour les jeunes garçons qui arrivaient de la campagne, pour qu'ils ne soient pas perdus dans les villes. Il y avait une structure comme ça pour eux, c'est comme ça que la YMCA a prospéré. Et après, bon, ça a dérivé, et c'est pour ça que c'est devenu un lieu de rencontre, et c'est pour ça que c'est devenu aussi une chanson disco. Voilà. Vous voyez le cheminement un peu tortueux de YMCA. Revenons en 93. Sur cette piste d'athlée, un certain baron Pierre de Coubertin avait l'habitude de faire son jogging. Il venait de temps en temps faire de la petite course sur ce circuit incurvé. Ça fait à peu près 40 mètres, si on court peut-être 50, je ne sais pas bien. J'ai eu la chance d'y aller une fois pendant les journées du patrimoine. C'est quelque chose à faire parce qu'on sent quand même une certaine âme du basket là-dedans. Le parquet à l'identique, avec cette forme qu'on appelle point de Hongrie. Au départ, je l'ai appris, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, un type de parquet vraiment bien spécifique. La YMCA à Paris recherche actuellement des donateurs parce que le bâtiment se fait très vieux. Il y a beaucoup de problèmes d'isolation, de lattes qui se déboîtent dès qu'on marche dessus. Ça coûte extrêmement cher et ils sont toujours en recherche de partenariat. Ils ont lancé une comment on dit? Souscription. Merci beaucoup. Jean-Paul? Jean-Pierre Suta a annoncé à l'AG de Vitel qu'ils allaient aider à la rénovation du gymnase. Ah, parfait. Voilà. Ils vont aider. La FIBA aussi devrait aider, certainement à une hauteur financière encore plus importante. Mais tant mieux. Mais voilà, si un jour vous avez l'occasion, si vous faites les journées du patrimoine à Paris un jour, et que vous êtes mordu de basket, c'est vers le 20 septembre, c'est simple à faire, vraiment. Voilà. Ici, vous avez le tout premier objet basket des collections du musée de la Fédé. C'est une bannière qui a été faite en 1894, faite par les dames de l'UCJG pour l'équipe qui gagnait le challenge annuel. Donc UCJG, Union chrétienne des jeunes gens, champion 1894 Paris. Ça, c'est conservé dans des proportions très codifiées au niveau température, tout, parce que c'est vraiment un objet très précieux. Et il y a une plaque voilà, qui dit que ce jeu avait été créé à Springfield, et ici, c'est le premier match qui a été joué en Europe en 1893. Et donc l'instructeur, voilà, c'est un Américain de Springfield qui était venu faire, après une séance de gymnastique, qui est venu expliquer la règle du basket aux gens de l'UCJG. Il s'appelait Melvin Rideout et il vient d'être honoré à l'AG de la Fédé à Vitel, à l'Académie du basket national, en effet. Voilà. Là, on a une vue des tout premiers matchs, à quoi il ressemblait au niveau, vers 1902, celui-ci. Alors, vous noterez là qu'il n'y a pas de planche. Il y a le panier, la ferraille, le ballon.
Il n'y a pas de planche. Au tout début du basket, ça n'existait pas. À votre avis, pourquoi la planche a été créée? Les gens intervenaient sur le même. Exactement. Imagine que le Gugus qui est là, c'est le copain de l'équipe en jaune, il va donner un coup de pied dès que le ballon de l'équipe rouge il s'approche du panier. Et ouais. Ou alors il a un balai et puis avec le manche du balai il dégage le ballon. Donc, petit à petit, on a réfléchi, on s'est dit on ne veut plus d'interférence là-haut. Donc aux États-Unis, ils ont commencé à créer une planche. Et ensuite, les règles petit à petit arrivent chez nous, ou elles n'arrivent pas. Encore aujourd'hui, il y a des règles du basket telles que jouent aux États-Unis qui ne sont toujours pas les mêmes chez nous. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très fan de la fonction arbitrale. Regardez un peu. C'est quand même la grande classe. Hein. On dirait moi? J'ai la pluie d'époque. Merci. Main dans le dos. Sifflet à la bouche. Comment? Ouais, il y en a certains à qui ça n'irait pas sur les terrains, une tenue comme ça. Regardez un peu la classe quand même. Le basket, en gros, de cette époque 1893 à la Première Guerre mondiale en France, c'est pas un sport. On y joue, c'est un jeu. C'est pas pris au sérieux. Le premier article de presse arrive en 98 dans La Vie au Grand Air. Et en fait, il y a un journaliste un jour qui a écrit un article, et après pendant 5-6 ans, ces éléments de cet article-là, on va les retrouver dans plein de publications différentes. C'est toujours à peu près la même chose. Là, on fait une petite évocation sur l'évolution du matériel des tenues aux États-Unis. Ça démarre par des semelles en cuir, petit à petit caoutchouc, pour arriver vers les fameuses Converse All-Star. Ces genres de Converse, dès les débuts aux États-Unis, c'était des chaussures comme ça, démontantes en cuir. Petit à petit, elles deviendront de plus en plus légères, de plus en plus pratiques. Pour ce qui est des tenues, pour les dames aux États-Unis, au tout début, vous voyez, culotte bouffante, très longue. Petit à petit, culotte un peu plus large. En France, pareil, bloomers, pour arriver jusqu'aux années 70 à, vous voyez, genre de petites choses comme ça. Short féminin, des culottes. Je crois qu'on appelait ça des culottes, hein, très saignant. Ça fait parler ça, j'ai dit culotte, ça y est? Il y en a qui se réveillent? Une très belle jambe. Ça faisait des belles jambes? Voilà. Non, je m'en moque pas. J'ai vu sur des photos que ça faisait des belles jambes. Faut le remettre. Faut le remettre? Je préfère que ce soit les femmes qui le disent pour le remettre. C'est que les hommes qui disent pour le remettre pour pouvoir regarder. Alors, regardez un peu ça. Bon, voilà. Et est-ce qu'on remet ça pour les hommes? Ah ouais, moi je trouve que c'est saignant. Les shorts à ceinture, je trouve ça très classe. Grosse chenouillère, empruntée un peu au foot américain et au baseball d'époque. Voilà. Des beaux maillots, short à bretelles, gros ballon en cuir lourd. Et là, c'est un maillot des Celtics, Original Celtics. Qui a une genouillère sur sa table devant lui? Voilà, regardez. Ça, c'est la genouillère des années 50. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'aurais dû en quiz. Monsieur, voilà, genouillère, années 50. Époque Jean-Paul Veniot, époque Roger-Antoine, Robert Monclar. Là, c'est un petit texte, je vous ai mis ça parce que j'arrive jamais à m'en rappeler par cœur. Donc, je me le suis mis là pour pouvoir le lire avec vous. Donc, les règles construites dans une certaine image chrétienne du sport. Donc, aux États-Unis, ce sont... non, pardon, là, on est en France. Ce sont des patronages d'abord chrétiens, puis des laïcs et les universités chrétiennes qui ont pratiqué le basket. Donc, pendant 13 ans, c'est plutôt que des rencontres amicales. Donc, comme je vous disais, on ne savait pas trop comment catégoriser le basket au tout début ici en France. On disait... j'arrive pas à faire. On disait que c'était un sport de complément, mais on doutait de ses capacités à se diffuser. On disait que c'était bien pour ceux qui font du cross-country, l'athlétisme. Ils feront ça pour s'occuper avant que la saison de cross-country démarre. Les rugbymen considéraient que c'était une bonne préparation estivale. Et pour les athlètes, c'était un entraînement hivernal. Voilà. En France, le basket se construisait comme ça. Et même, on relevait que dans la presse, on avait des propos pas toujours très sympas pour le basket en disant que c'était un jeu pour les jeunes filles ou pour les vieux colonels en retraite. On va voir pourquoi on parlait de vieux colonels en retraite, vous allez savoir. Parce qu'il va se passer un événement important dans l'histoire de France à cette période-là, et dans l'histoire mondiale, et ça va avoir un impact décisif sur le basket. D'ailleurs, basket,
On l'employait à toutes les sauces à l'époque. On l'écrivait n'importe comment. Au début, c'était balle au panier. Après, on l'a anglicisé. Donc, il y a eu du basketball en un mot, du basketball en deux mots. Encore aujourd'hui, on l'écrit comme ça ou comme ça. Les deux sont acceptés, c'est possible. Il y a des pays qui ont carrément inventé un mot pour dire basket. En Italie, en Espagne, on le dit autrement. Frédéric, en Espagne, c'est Baloncesto. baloncesto. En Italie, c'est Pallacanestro. pallacanestro, pallacanestra. Donc carrément inventé un mot. En fait, je pensais c'est balle au panier dit en espagnol ou en italien. Et nous, on a gardé un peu les deux. Même au tout début, certains disaient aux États-Unis le Naismith Ball, carrément. Et Naismith a dit non, non, ça me mettra en valeur. Balle au panier, très bien. Voilà, donc on a vu tout. Du basket comme ça, du basket avec 2 T. Si on vous allez encore voir plein de gens qui vendent des baskets en écrivant ça comme ça. Basket de TES ou. Enfin, de T, n'importe quoi. Voilà. Bon, l'événement majeur, vous l'aurez peut-être compris, qui va arriver en 1914, donc c'est la Première Guerre mondiale. Un événement d'ampleur mondiale va précipiter l'avènement. La France entre dans le conflit en 1914. Les Américains, en 1917, arrivent en France. Il y a peut-être des vrais historiens ici dans la salle, contredisez-moi si je dis une bêtise. En 1917, les Américains arrivent. En arrière du front, sur la ligne de front, donc sur les villes plutôt de l'est de la France et du nord, les militaires sont cantonnés avant de partir à l'attaque. Ils sont dans des baraquements, des casernements, qu'on appelle les foyers du soldat. Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Vous avez déjà entendu parler de ceci? Même moi. Oui? Non, rien. Les foyers du soldat. Donc, les foyers franco-américains sont organisés par la YMCA, qui est toujours présente. En arrière du front, et vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi ça conforte l'expansion du basket dans ces villes-là, le long de la ligne de front. Enfin, en arrière du front, pardon. De 21 à 35, les meilleurs clubs français, ceux qui sont champions de France, en fait, viennent de ces villes-là. Lille, alors Denain, ça arrive plus tard, encore plus tard. Mais Lille, le foyer de Mulhouse et Reims, sur cette ligne-là, c'est les gros clubs de l'époque. Il n'y a pas de secret. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont appris le basket par des encadrants qui, eux, l'ont appris, qui étaient mobilisés à l'époque et qui l'ont appris pendant leur carrière militaire. Pourquoi? Grâce au contact des soldats américains qui, pendant qu'ils se reposaient, ils amenaient leur sport et leur culture. Donc à cette époque, ils ont amené en France le Charleston, Charlie Chaplin au cinéma, Sidney Bechet dans la musique, et ils ont amené leur sport, le baseball, le foot américain et le basket. Le baseball et le foot US, ça n'a pas beaucoup pris, ça n'a pas trop marché en France. Le basket a été tout de suite adopté. Pourquoi? Parce que plus pratique, besoin de moins de monde, besoin de peu de matériel, on installe un cercle quelque part sur un panneau de bois, et c'est parti, on fait jouer les gamins. Voilà, un exemple de baraquement d'époque, les Américains jouent à leur sport. Les Français sont autour avec eux, ils regardent, et ils disent, ça a l'air pas mal, montrez-nous, expliquez-nous, comment on fait, comment on joue. Ici à Saint-Nazaire, 1918. Des Noirs, des Blancs, les Noirs qui jouent au basket, c'est la grosse découverte à l'époque, on en voyait très peu en France. Sur un bateau, l'US Navy, des Marines qui s'entraînent. Pour les Américains, c'est normal, le sport, il a déjà 25 ans, 30 ans d'histoire chez eux, donc ils connaissent. Nous, en France, on observe. Savez-vous quel est le point commun entre le lancer de grenade et le basketball? Pouviez-vous vous douter qu'il y avait un point commun déjà? Je vous explique. J'ai peut-être déjà compris en regardant les photos et en lisant. Les soldats américains lancent leurs grenades plus loin et plus précisément que nous, soldats français. Pour être aussi bons qu'eux en matière militaire, en lancer de grenades, on va s'inspirer de leur entraînement. Et pourquoi ils sont forts en grenade? Parce que le lancer de grenade, ça ressemble à quel geste du sport américain? Un foot américain. Le quarterback, le lancer des très longues passes, hop, c'est pas prévu.
Voilà. Là, c'est un lancer en bras roulé. C'est le même terme que nous au basket. Il le lance comme ça, il fait partir. Ou alors, il y a le lancer vraiment quarterback foot américain. Donc, on va s'inspirer de leur technique. En termes de lancer de grenade aussi, parce que sachez qu'à l'époque, l'armée, le sport est très lié. Pour preuve, jusqu'en 1925, au championnat de France d'athlétisme, il y avait une épreuve de lancer de grenade. Donc, tout était lié vraiment, sport, militaire. Donc, on se dit, ils sont forts au lancer grâce au basket, nous aussi se mettre au basket, ça va nous aider dans nos lancers, et puis ça ne nous fera pas de mal d'apprendre ce nouveau sport aussi. Donc, il n'y a que le basket qui a vraiment bien pris en France. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que le basket aux États-Unis, il se développe, comme on l'a vu juste avant, dans les villes, en intérieur, dans des gymnases, et d'inspiration plutôt protestante. Alors que, en France, ça va prendre carrément le chemin inverse. Ça va se développer à l'extérieur, parce qu'il y a très peu de salles disponibles pour le sport. Ça va se développer dans les villages, et ça va se développer grâce au mouvement catholique des patronages. Donc, tout est différent, mais au final, ça reste de la progression du basket. 1919, les Jeux interalliés pour fêter la fin de la guerre, c'est sur le lieu de l'actuel INSEP, au bois de Vincennes, le stade Pershing, il y avait 20 000 personnes. Donc pendant très longtemps, avant l'Euro 2015 à Lille, ces matchs-là étaient les matchs de basket en France qui ont eu le plus de spectateurs. La France avait joué contre une sélection américaine, c'est-à-dire une sélection de militaires qui étaient là, le score 98-6, quelque chose comme ça. Et bon, pour faire une sélection de France à l'époque, on avait pris 2-3 gars qui savaient jouer. Pareil pour l'Italie, on a pris des roustes incroyables contre des gars qui étaient peut-être la 150e équipe des États-Unis. Mais il y avait un tel différentiel à l'époque qui explique le score. Côté féminin, c'est organisé de manière séparée. Il y avait une fédération sportive féminine qui n'était pas affiliée au basket masculin, qui lui dépendait encore à l'époque de la fédération d'athlétisme. On va voir après différentes petites sites. Donc, Alice Milia, c'est le nom de la grande promotrice du sport féminin dans son ensemble au début du siècle. Voilà, belle vue, c'est pas loin d'ici, c'est à Soissons, pendant le fête de gymnastique. Devant des ruines, on rejoue quand même au basket tout de suite après, quelques années après la guerre. Les années 20-30, expansion du basket en France. Comme je venais de vous le dire, les patronages, à la différence des États-Unis. C'est ce que je viens de dire. Les patronages. Donc, on en entend souvent parler, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. D'ailleurs, moi non plus. Donc, j'ai dû bûcher un petit peu le sujet, puis vous montrer une petite définition. Donc, c'est l'abbé Guédré en 1907, féru de basket, qui... ça ne vous gêne pas trop, le micro qui saute? Vous m'entendez quand même, ça va? J'en prends un autre? On m'entend bien? Oui? Ok. Donc, les patronages des structures qui accueillent les jeunes françaises, français, un peu comme des centres aérés d'aujourd'hui, on va dire, mais qui avaient vraiment une connotation catholique. Fédération Gymnique et Sportive des Patronages de France. Pourquoi le basket marche bien? Parce que on estime à l'époque, donc poussé par l'abbé Guédré, que le basket est moins perturbant que le foot pour le voisinage, que le basket, on aime ses valeurs édictées par des Smiths car il n'y a pas de contact, il faut lever le bras pour le fautif, chose qui est restée très très longtemps jusque dans les années 80. Dès qu'on faisait une faute, on avouait notre faute. Maintenant ça a disparu, bien ou mal je ne sais pas, mais ça a disparu. Et pour faire un petit rappel historique de l'époque, en pleine affaire Dreyfus, on est sur un gros antagonisme avec la loi de séparation de l'Église et de l'État entre les catholiques et les laïcs.
1905, l'affaire de la FUS, c'est ça. Donc c'est 2 ans avant. Donc on est toujours, on est en plein dedans. Comment? La loi de séparation de l'Église et de l'État. Comment? En même temps que le basket en France, là. Donc le sport n'échappe pas à cette forte querelle. Le sport féminin, de son côté, continue son développement via la FSFS. Quelques vues de matchs qui se déroulent dans les patronages, par exemple ici au Péreux. Notez le style de l'époque, les vêtements. Dans l'Oise, enfin, vous allez me dire, enfin une diapo sur l'Oise. On va y arriver, on va faire que de l'Oise après, promis. Un patronage symbolique de l'époque, les Pleuis du Mont-Renaud, à Noyon. Le Mont-Renaud, c'est encore un quartier de Noyon qui existe, là où il y a tous les commerces actuellement. Pas loin du Mont-Saint-Siméon, là où Noyon vit. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein d'autres des patronages très connus. Sur Beauvais, certains les connaîtront certainement mieux que moi. À Compiègne, la Jeanne d'Arc de Compiègne. Tout ce qui commence par Jeanne d'Arc, c'est du patronage, hein, bien souvent. Chantereine, sur Beauvais, certainement Maricel, si je ne dis pas de bêtises. La Jeanne d'Arc de Moyenneville, d'ailleurs, M. Ledan est là. La Jeanne d'Arc de Moyenneville qui a eu 100 ans il n'y a pas très longtemps, il me semble. Voilà. Et merci de me rappeler d'ailleurs. Donc, au niveau des structures, dès 1921, la création du championnat de France de basketball, c'est le Stade français le premier champion. En 1919, création de la FFA-BB, le basket est une sous-commission intégrée à la Fédération française d'athlétisme. En 1926, le premier match de l'équipe de France, ça c'est une photo du premier match, France-Italie. Pardon, c'est en 1929 que la FFA doit accepter une sous-commission basketball sous la poussée des dirigeants du basket qui veulent une reconnaissance administrative. Dans l'Oise, en 1927, le premier championnat est créé. Les premières équipes, Creil-Saint-Jules, Verneuil, Jeanne d'Arc-Compiègne, Avant-Garde de Rémy, M. Kellner, le club de Rémy est là. En 1928, premier championnat, avec l'US Chantilly, Verneuil, Rémy, Saint-Leu-d'Esserand, Compiègne, Creil-Saint-Jules. Bon, l'US Chantilly, forfait des premiers matchs. Hein. Par contre, un très bon club à Chantilly va arriver juste après, le GS Chantilly, GSC, qui est toujours actif à l'heure d'aujourd'hui. Et on va en reparler. Le basket, dans le temps, c'est un basket d'extérieur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on joue. Là, autant vous dire, il vaut mieux éviter les dribbles, parce que vu la bouillasse, si on fait rebondir une fois la balle, c'est fini, elle reste au sol. Donc les joueurs doivent, joueurs-joueuses, développer des qualités de passe, de démarquage, de dextérité. Une licence d'un grand sportif de l'époque de Noyon, multisport, champion de judo, champion de football, champion d'athlétisme, Fernand Grégoire il s'appelait. Et vous regardez là, Fédération française d'athlétisme et de basketball. 1930 la licence. 2 ans après, la Fédé prend son indépendance basket. Elle est créée en 1932. Dans l'Oise, la première grosse équipe est issue des foyers du soldat. Le COFA, Cercle athlétique de l'Union franco-américaine. Le COFA de Noyon. Des COFA, il y en a eu à Reims, à Lille, vers Mulhouse. C'est des clubs issus des foyers du soldat. Le COFA de Noyon, avec Fernand Grégoire, dont on a vu la licence. 1930 à peu près. Noyon, qui va jouer en extérieur dans une des très rares salles parisiennes, la salle de l'US Métro. L'animateur de l'époque s'appelle M. Vache, pour les gens qui ont vraiment envie de faire des recherches sur Noyon. On a des Noyonnais ici? Non, t'es de Saint-Léger, ça compte pas. C'est à côté. Bon, il y a eu une union à une époque, donc ça compte. Une entente. Il faut être précis sur les termes. L'Oise a été ballottée au niveau du basket et des instances. En 1932,
La Ligue de Picardie, c'est que la Somme. Oisiennes sont dans le championnat Île-de-France. Donc certains anciens ici présents ont joué dans le championnat Île-de-France avec leur club de l'Oise. Eh oui. Maintenant, on va parler de toi. En 1945, la Somme devient sous-ligue des Flandres, l'Aisne avec les Ardennes et l'Oise, Île-de-France. En 1965, changement des régions au niveau national, la Picardie est créée, donc la Ligue de Picardie est créée, à Compiègne, à la Maison de l'Europe. En 2018, Picardie terminée. Hauts-de-France, secteur sud. Voilà. Là, vous avez quelques petites variations du logo de la Fédé selon les époques. Couverture de Miroir des Sports de 1932. J'aimerais bien que les arbitres aujourd'hui ressemblent à ça. Là, on découvre. Pantalon blanc, béret. Et là, c'est les maillots à damier typiques des COFA. Ils avaient très souvent des maillots à damier. Noyon avait ce genre de maillot aussi. Et là, on est sur une finale du championnat de France. Certainement aux arènes de Lutèce, à Paris. Voilà. C'est à ça que ça ressemblait, des matchs dans les arènes de Lutèce. Un bâtiment, enfin une structure qui existe toujours à Paris et que l'on peut visiter. Première grosse équipe dans l'Oise, après Noyon, à cette époque, JASC Chantilly. Alors, toutes ces photos me proviennent de dons. Pendant 7 ans, j'ai arpenté toutes les salles de l'Oise et de Picardie à la recherche de photos. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des choses que des dirigeants de clubs m'ont offert, m'ont prêté, et ça permet d'alimenter une soirée comme celle de ce soir. Le GAS Chantilly, groupement athlétique et sportif, si je ne dis pas de bêtises, fait partie de la Fédération des patronages de France. À ce titre, elle n'est pas dans le championnat FFBB, elle fait son championnat FJSQF, pardon, et en 1931, elle devient championne de France honneur. Dans cette équipe, il y a un très grand joueur, un grand personnage du basket dans l'Oise d'avant-guerre, et qui continuera même après-guerre en entraînant. D'ailleurs, la salle de Chantilly aujourd'hui porte son nom. Voilà, c'est le plus athlétique de tous, regardez ce gaillard. Gustave de Cronbeck. Voilà, un premier grand nom du basket dans l'Oise. Ces photos sont quand même superbes. J'en ai eu très peu, voilà, des photos des années 30. Regardez le tracé. Pour les plus jeunes qui sont là, je vois un jeune juste là, ça fait plaisir que tu sois là. On regarde un peu les lignes du terrain. Là, il y a un point, un trait, un petit rond. Voilà, le rond central, c'est ça. On ne s'embête pas avec la ligne médiane à l'époque, il n'y a pas de règle de retour en zone. Donc on s'en fout de retour. Hop, voilà. Tout le monde attaque, tout le monde défonce. Ajax Amsterdam, football total. La gueule quand même, c'est tenu. Hein, classe. En 1932, création de la Fédé. Fin de la tutelle athlétique. La Ligue de Picardie, tout ça je l'ai déjà dit, pardon. Le basket se développe grâce à cette double culture. Dans les écoles, dans les patronages. Il y avait, un peu comme la guerre des moutons, il y avait l'équipe animée par le curé, l'équipe animée par l'institut. Et c'était la guéguerre pour battre l'équipe des Furtons, l'équipe des instituts. Hein. C'est filmé, j'espère qu'on ne m'en voudra pas de dire des mots pareils. C'est ça, des gens qui ont vécu un peu ça au tout début. C'était l'équipe du jeudi, non, c'était le jour libre le jeudi, et puis on jouait avec l'école ou le curé. À cette époque, le basket bénéficie de ce développement grâce au réseau des curés et des instituts. En gros, on est que 5, c'est plus facile de faire une équipe de basket que 11 au foot. Hein, et ça prend moins de place. Dans une cour d'école, on peut mettre un terrain. Derrière l'église, on met un terrain. C'est comme ça que le basket s'est développé rapidement et qu'il y a des bastions en France où le basket a pris énormément. On parle souvent des Mauches, la région de Cholet, mais dans le nord, c'est pareil, ça a beaucoup pris. Et en Chalosse, par exemple, dans un triangle entre Dax et Mont-de-Marsan, dans les Landes, c'est quelque chose de très très sportif, plus que le rugby. Il y a de gros antagonismes là-bas et qui ont fait le succès du basket. Et à cette époque, en France aussi, on favorise le courant hygiéniste. On fait du sport en plein air, à l'extérieur, c'est bon pour la santé, ça fortifie, c'est bien pour la jeunesse de France. Un patron de Compiègne, je crois que c'est en 1938, la Jeanne d'Arc de Compiègne qui joue à Venette. Voilà, bon, les noms. On commence à parler du basket dans la presse dans l'Oise, on organise ce qu'on appelle des matchs de propagande. Donc ça n'a rien de politique, c'est pour faire connaître le basketball au plus grand nombre.
Par exemple ici, le districtoise, on ne parlait pas encore du comité, le district. Les champions de France 1936 vont venir jouer contre le Copain. Donc on accueille des grandes équipes nationales pour faire de la pub pour le basket. À cette époque se développent aussi des équipes de base. On fait des sélections oise juniors, des sélections oise seniors, garçons comme filles. Regardez, là on voit, aujourd'hui on a nos équipes de Benjamin, sélection de Benjamin, ils sont nés en... Les U13, ils sont nés en je sais pas, 2007, c'est ça 2008. Voilà. Donc là vous avez l'équipe de l'Oise junior 1936 qui joue contre le Cofa-Noyon. Je ne comprends pas les noms, ils se sont perdus dans l'histoire, ils sont peut-être écrits derrière. Je dois toutes ces belles photos à une personne de Noyon qui est vraiment l'archiviste du sport à Noyon, et j'ai oublié son nom, Eric, si tu le connais. Monsieur Jean Caudroy, c'est ça. On est à Beauvais, enfin. Quand même quelques photos de Beauvais. 1938, la GS Maricel, avec quelques noms connus. Michel, un certain Plantard ici. Hein? Donc Plantard, secrétaire adjoint, c'est peut-être le père. De gauche à droite en haut, ça claque. Alors ici, monsieur Plantard, visiblement. Et ici, monsieur Cantier, si j'arrive bien là. Cosette, ça c'est un nom qui parle, un père. 1940, on avance enfin un petit peu. On va se rapprocher que de l'Oise, et je vais moins parler du basket en France. Là, on va rester dans notre secteur. Avez-vous des questions? C'est pas trop indigeste? C'est rapide, alors, on est dans les années 40, donc j'ai oublié d'utiliser mon super marqueur. Regardez un peu cette relique. Au niveau des tables de marque, là, ce que je bouge avec ma main, c'est pour indiquer, pas les fautes, les minutes, le temps de jeu. Il n'y avait pas d'horloge dans les salles. Ah, on est dans la décennie 40. Ce truc, ça pèse 1 tonne. Et là, c'est un club de l'Oise qui m'avait offert ça. Vous avez connu? Vous avez joué avec des choses comme ça, une table de marque? C'est plus ancien que Michel Bordeaux? Ça, c'est vrai. Ça fait plaisir. C'est pas si vieux que ça. Les feuilles de match avec la minute au milieu. 2 secondes. J'en ai une qui est juste là. Monsieur Laurent. Regardez. Montrez à l'assistance ce que vous avez dans la main. Voilà. Ça vient de l'AS Pontpoint, un minutier. Il n'est pas le CS Pontpoint. L'AS Pontpoint, encore avant. À Saint-Just, vous utilisez des trucs anciens aussi, alors. Alors ça, cet objet, c'est le chronomètre pour montrer à quelle minute on en est du match. Et ça aussi. Parce que le marqueur, il notait la minute du panier entre les médias. Donc ça servait au marqueur, c'était pas pour montrer au public. Ok, ça par contre c'est pour le public, c'est pour les joueurs, pour savoir où on en est de la rencontre. Dans les salles où il n'y avait pas d'horloge. Voilà. Un marque-pas. Non mais c'est bien comme ça, moi j'apprends sur les objets. Les années 40, dans l'Oise, un grand champion, notre premier grand champion qui va se faire connaître à l'échelle nationale, qui va devenir international. D'ailleurs, à l'époque, on ne sortait pas trop du département. Les meilleurs joueurs restaient dans leurs clubs, ils étaient fidèles. Il y avait très peu de transferts. On n'est pas du tout comme aujourd'hui où les meilleurs de l'Oise partent très jeunes dans les centres de formation pour faire une carrière internationale et ramener des beaux maillots comme celui-ci par exemple, le 8. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Lui, vous le connaissez sans le connaître, parce que si vous êtes de Beauvais, il y a un gymnase à son nom. Mais dans le gymnase, il n'y a pas de basket. Il y a des collégiens qui vont faire leur sport, je crois qu'il y a du handball. Ouais, c'est du handball. C'est du hand? C'est terrible quand même. André Ambroise. C'est le nom du premier international oisien. Ou isarien, j'ai écrit oisien partout parce qu'il paraît que c'est fini la mode du mot isarien, je ne sais pas. Hein, je crois qu'il y avait des histoires de un coup de gauche, un coup de droite, on dit isarien, on dit pas ça. On oublie, alors c'est oisien. Vous voyez, je suis parti depuis pas si longtemps que ça, quoi, finalement. 1939, un des premiers championnats d'Europe. En 1935, il y a eu le premier championnat d'Europe, ensuite 1937, 1939. André Ambroise est ici. Il a participé au JO de Berlin, il a eu 2 sélections, mais ce n'était pas comptabilisé. Ils y sont allés, l'équipe de France a joué 2 matchs, perdu, donc il ne rentrait pas dans le tournoi final.
C'était un peu bizarre, mais T36, il était en équipe de France. Vous connaissez ce joueur? Ce sera le personnage principal du basket en France pendant 60 ans, il s'appelait Robert Busnel. Voilà. Il a été joueur puis entraîneur de l'équipe de France, président de la Fédé, président de la Fédération internationale. Il a tout fait. Et voilà, Busnel est là. André Ambroise débute à Clermont-de-Loise, pas à Beauvais, dans un club qui fait partie d'une mouvance dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est aussi importante, c'est le basket, on va dire entre guillemets, travailliste. Les jeunesses populaires de Clermont, la JP Clermont. Il débute à Clermont-de-Loise, il vient à Beauvais, il joue à Beauvais, est repéré, je ne sais pas trop comment, par le Racing de Paris, part à Paris et joue pour le grand club du Racing, avec ce maillot ciel et blanc, rayé. Il se taille une grosse notoriété, il est souvent dans la presse parce qu'il parle bien, il s'exprime bien, c'est le personnage référence du basket dans l'Oise, à cette époque. Mais il est parti à Paris, donc il a plein de coupures de presse. Là par exemple, pendant la guerre en 1943, il revient à Compiègne avec son équipe du Racing, faire un match de propagande. Il est là. Et donc là, c'est le photographe Hutin, bien connu sur Compiègne, qui m'a autorisé à utiliser ces photos. D'ailleurs, regardez le tracé de ce qu'on appelait la bouteille à l'époque. En forme de bouteille. Enfin, plutôt de tube à essai de sciences physiques en 4e. Voilà, là on voit bien. Cette photo, elle n'est pas superbe. Voilà. Et André Ambroise est là, prêt à revenir en défense. C'est un terrain indéterminé, je ne sais pas trop où, près de l'Oise, entre Venette et Marny. Je n'ai pas réussi à savoir où c'était. Voilà, quand je vous disais qu'il était populaire, il a fait 10 000 métiers sur Paris, et à une époque, il était ce qu'on appelait Figaro. Vous connaissez ce terme de Figaro? Non? Oui? Barbier. Mais moi, je l'ai appris en lisant ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Merci beaucoup. Voilà, donc là c'est un petit photomontage. Sur la tête de son faux client, il met un ballon de basket. Remarquez les ballons de l'époque, pour les plus jeunes. Regardez un peu la tête des ballons. Toutes ces bandes de cuir avec la vessie à l'intérieur, avec tous ces outillages qui servaient à enlever la vessie, regonfler. Des ballons comme ça avec des lacets de cuir autour. C'était vraiment... puis quand ça prenait la pluie, c'était lourd. On valait mieux jouer en intérieur avec ça. Mais à l'époque, il y avait très peu de salles de basket en Oise. En 1955, il n'y avait que 6 salles de basket. Là, on a un bel article. Après sa première sélection, attention, entraînement. Entraînement à l'américaine. 100 paniers par jour. Hein, Michel, pareil, 100 paniers par jour. 250. Bon, Drazen Petrovic, 1000. Hein, alors, bon, 250 déjà, c'était quelque chose. Mais c'est vrai qu'après, dans les années 80, on est passé là. Mais bon, il y avait ce mythe de l'américain. Si c'est américain, c'est forcément fabuleux. Il s'entraîne à l'américaine. Donc pour tous les jeunes de l'Oise, c'est un modèle à essayer de suivre. Un petit rappel de son palmarès. Il termina sa carrière du côté de Saint-Quentin. Il a joué à Saint-Quentin jusque dans les années 70, à plus de 50 ans. Et donc 4e au championnat d'Europe 39. Et 2 fois champion de France honneur en 36 et 39 avec le Racing. Donc après sa carrière au Racing, il est revenu dans l'Oise. Il a joué à Beauvais, il a entraîné à Beauvais, il est allé à Saint-Quentin ensuite, et à Beauvais, dans les années 50, il a eu sous ses ordres des gens qui sont dans la salle ici aujourd'hui. Le grand dirigeant du comité de l'Oise avant-guerre. Regardez la longévité. Il a été président du comité de l'Oise de 36 à 76. Il a tout connu. Et ensuite, là c'est Francis Trollard en 1927, 28. Il était jeune. Lui, il a démarré au stade compiègnois. C'est un compiègnois. Il habitait à Villers-Saint-Paul. Villers-Saint-Paul, pardon. Je ne peux pas tout savoir. Et... C'est marqué? Ah, vous lisez mieux que moi. Bien joué, Villers-Saint-Paul. Ok. Voilà, il était garde champêtre
Au tout début, en 27, donc, lui il venait de l'athlétisme, de la FFA. Il était dans les équipes de cross-country au Stade Compiègnois. Petit à petit, il s'est pris de passion pour le basket. Il en est devenu son principal dirigeant. Il était arbitre fédéral aussi, le premier arbitre fédéral de l'Oise. Et sachez qu'en 76, il a arrêté, non pas parce qu'il ne voulait plus, parce que la limite d'âge imposait qu'à 70 ans, il fallait plus, je crois que c'est 70, hein, bref. On n'avait plus le droit, mais il était encore capable et il avait envie de continuer, mais là, c'est le règlement de la Fédé qui l'avait stoppé. Voilà, son équipe de cross-country à Compiègne, Francis Trollard, il est là. Et en 65, à la création de la Ligue régionale, mais forcément il est encore là, vu qu'il va encore faire 10 ans à la tête du comité de l'Oise, il est là. Avec sa belle tenue de garde champêtre. Voilà. Alors ça c'est un article qui est sorti dans la revue du comité, Jean-Paul, tu dois l'avoir quelque part celle-ci, au moment de son décès. Quelqu'un de très discret, je suis allé à la rencontre de son fils il y a quelques années, qui m'a offert des tenues, des reliques, et son fils ne fallait pas lui parler de basket. Le basket lui avait volé son père, il détestait ça, il avait essayé, il avait détesté, et à cause du basket, comme beaucoup d'enfants de passionnés de basket, il ne voyait plus son père, parce qu'il était partout, arbitre, joueur, dirigeant, voilà, il a tout fait. Là, ce sont les dirigeants de la première assemblée générale à la Maison de l'Europe à Compiègne en juin 65. Ici, on reconnaît André Ambroise. Enfin, on reconnaît, parce que je vous le dis. Mais il y en a un autre aussi qui a une salle à son nom, dont on va parler tout à l'heure, à Beauvais, qui est juste là. Bob Porte, Robert Porte, en effet. Ensuite, il y a des gens de l'Aisne, des gens de la Somme. Là, il y a le président de la Fédé de l'époque, Maurice Chavigny, juste là. Et alors, Serge Benoît, je pense qu'il est caché là. J'ai pas une photo de lui. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Je vais vous le montrer à la fin. Mais bon, voilà, il y a des gens de l'Aisne, de la Somme, de l'Oise. Il y a peut-être Simon Grossny, mais je ne le connais pas, et Marcel Terrieux. Mais bon, je ne saurais pas les reconnaître. Et là, résumé en une photo, il y a les trois grands noms de cette époque dont je vous ai parlé. Ambroise, Trollard, de Cronbeck. En sachant, selon les écrits de l'époque, que Gustave de Cronbeck n'a jamais voulu partir de Chantilly, mais on disait qu'en son temps, dans les années 30, il était du niveau international. Ça aurait pu être aussi un international du basket. Voilà. Petit focus sur Gustave de Cronbeck. Quand je parle de sportsman complet, à l'époque, on multipliait les sports. La JS Chantilly, c'est un club omnisport. Il a toujours une section tennis, il me semble. Là, Gustave de Cronbeck, ici, avec l'équipe de tennis. À Quoi-la-Forêt en 1933, et ici, en tant que joueur, en 1952. Avec lui, il y avait déjà la famille Belabre, de Chantilly. On a connu Dominique et son frère, mais là, c'était les parents de Dominique et Jean-Jacques. On a même connu Rémi et Damien encore plus jeunes. On s'égare. Basket féminin, qui existe depuis bien longtemps. Saint-Léger-au-Bois. Je vous parlais des tenues sympathiques. En extérieur, l'équipe de Saint-Léger-au-Bois avec les bons vieux ballons en cuir et le modèle d'époque. Je crois 1947, je crois, cette photo. En 1945, rencontre avec les GI américains qui sont basés à Pont-Sainte-Maxence. L'équipe de Pont rencontre les basketteurs noirs américains. Je dis noir américain parce qu'à l'époque, dans la presse, on disait tout le temps noir. C'était un mot qui n'était pas tabou, il n'y avait pas de gêne à dire noir. Donc, les basketteurs noirs américains, c'est comme ça qu'ils étaient tout le temps nommés. Donc là, en un match, on apprend beaucoup. On regarde leur technique, on essaye de s'en inspirer. 1946, basket champêtre, la Croix-Saint-Ouen, sur le terrain de la propriété de Coco Chanel, qui avait une maison à la Croix-Saint-Ouen. Arbitre, grande classe, costard. Là, on retrouve notre président du comité de l'Oise, avec une sélection de l'Oise, Francis Trollard. Il est là avec l'équipe de l'Oise féminine pour une rencontre de propagande contre l'Aisne. Il y avait beaucoup d'échanges entre les départements pour une rencontre de gala, garçons, filles. Ici, une grande joueuse de l'époque, dont je vous parlerai dans les années 50,
Janine Carpentier de Verberie. À Verberie, justement, école de scout, on joue au basket. Tracé de la bataille, vous voyez, tracé de l'époque, planche rudimentaire, pas besoin de grand-chose pour s'amuser au basket. En 1949, le stade Compiègne. Avec ici une personne qui deviendra secrétaire général de la Ligue pendant longtemps, Gilbert Stradi. C'est un nom qui parle à certains, Stradi, famille de basketteurs de Compiègne. On change de décennie. Des questions? Ça va? C'est pas trop... Les années 50. Ah, on a quelques maillots de cette époque, ici, là, et c'est tout. Les grands clubs dans l'Oise sont plutôt beauvaisiens. Le sport scolaire, j'en ai pas parlé. Très important le sport scolaire dans le développement à l'époque. Les rencontres ASU, l'UNSS d'aujourd'hui, ASU comme on appelait à l'époque, ont une grande importance. Par exemple, en 1951, c'est le collège Agneau d'Inville de Senlis qui est champion de France ASU. Et le petit gars là, le petit blond, numéro 3, il est juste là devant nous, monsieur Michel Bordeaux, un pionnier du basket dans l'Oise. Et vous pouvez l'applaudir. Parce qu'il paraît que c'était compliqué pour vous de venir. C'est vrai que c'est important ce que je vois là. C'est tous les camarades de Chantilly à l'époque. Et puis, on a fait une finale, deux finales pour être champion de France. La première, on l'a perdue. L'année suivante, on l'a gagné avec cette équipe-là. Donc je fais attention parce que Karine, votre fille, elle m'a dit attention, si tu lui passes le micro, il ne te le rendra pas. Ça peut durer très longtemps. Donc je vais essayer de moduler le timing, sinon de là jusqu'à 21h. Mais ça me fait très plaisir de vous faire participer un petit peu, parce qu'il n'y a pas que vous. Madame aussi a été très importante dans le basket féminin à Beauvais. Et on va le voir tout à l'heure. Ah oui, c'est grâce à votre fille que j'ai eu cette photo-là. Je vous l'ai pas dit. Le club majeur des années 50 dans l'Oise, c'est l'AS Beauvais-Maricel, l'ASBL. Là, on est sur du pur beauvaisien. Je sais qu'il y a beaucoup de beauvaisiens dans la salle. C'est votre moment, là. Parce que malheureusement, j'ai pas énormément de photos de Beauvais, j'ai du mal à récupérer. Je vois des doigts qui s'agitent. Messieurs petits, je pense que vous reconnaissez du monde. Là, c'est qui? Alors, j'ai mis quelques noms, des gens que je connaissais de nom, mais vous allez sûrement vous reconnaître tout le monde. Michel est juste là. Michel Bordeaux. Donc, je ne vous ai pas dit son nom de famille tout à l'heure. Michel Bordeaux. Gérard Berton. Albert Plantard. Jean-Claude Dupré, qui sera entraîneur ensuite sur Beauvais. Et Bibi Berton. Gérard Berton, qui après, Olivier, je parle sous ton contrôle, va développer le basket à Saint-Just-en-Chaussée. Ah, ça me reste, je suis content parce que je n'ai pas besoin de mes notes. À l'époque, le basket dans la presse, ça marche bien dans l'Oise. Robert Hersan, qui est le grand argentier qui détient des organes de presse, offre des ballons au club via son challenge Hersan. Le challenge Robert Hersan, chaque année, des clubs se battent pour essayer de gagner les ballons parce que les ballons coûtent cher. Les clubs n'ont pas beaucoup d'argent. Donc toutes les occasions sont bonnes pour essayer de gagner du matériel supplémentaire. Tous les semaines, pas tous les mois. Tous les semaines, il faisait un Hersan. Oui, c'est pas chaque année qu'il remettait autant que ça? Si c'était pas au basket, c'était au foot, mais c'était tous les semaines. Donc c'est un grand promoteur du sport dans l'Oise, multisport. Jackie, tu voulais rajouter quelque chose sur cette photo? Jackie Petit, qui a joué quelques années plus tard sur Beauvais. Je me rappelle plus le numéro de quoi, c'était le gendre du gardien de la salle des sports. Comment il s'appelle? Charles. Le 3 là, c'est pas Charles, là. C'est Durban. Pierre Durban. Pierre Durban. On reconnaît ça. C'est à cette époque-là que... C'est cette époque-là que vous avez... Vous êtes allé voir des matchs à l'époque? Donc l'ASBL domine. Victoire en Coupe de l'Oise 55, Coupe de l'Oise 56.
Je vous fais grâce de tous les tableaux de tous les vainqueurs de Coupe de l'Oise depuis les années 40. Je les ai, mais c'est un peu indigeste pour une réunion comme ce soir. Voilà, quelques photos d'époque. Excusez la qualité, ça sort de mon appareil photo. Par contre, ces photos-là viennent d'ici, de mes recherches ou à la Bibliothèque Saint-Corneille à Compiègne. J'ai essayé de passer du temps sur le Courrier Picard, le Parisien d'époque. Ou encore avant, la Gazette de l'Oise, qui était le journal en vigueur dans les années 30. Alors, qui est-ce qu'on reconnaît? André Ambroise, ici avec la coupe. Là, Michel Bordeaux, qui avait 20 ans, je crois, à cette époque-là. Et ici, encore André Ambroise ici, et Michel Bordeaux, peut-être pas, peut-être là, mais je ne suis pas sûr. La SBL continue de rafler les coupes en 57, en 58. Michel est ici, Ambroise ici. Et là, c'est le Dupré, c'était pas le plus grand Dupré? Albert Plantard. Georges, c'est pas Albert. Excusez-moi, là je navigue à vue, c'est sous votre contrôle. Un joueur marquant de la SBL de cette période, Michel Bordeaux. Sa modestie dut-elle en souffrir, parce qu'il est là avec nous ce soir. À chaque décennie, j'essaye aussi de vous mettre en valeur quelques grands noms. Michel Bordeaux, donc il a 20 ans, en 1955. C'était, ce terme, on ne l'utilise plus aujourd'hui. Hein. C'était un joueur dans la ligne d'avant. Il était ailier droit au basket. Voilà, une chose qui a beaucoup évolué. On ne parle plus d'ailier, on ne parle plus de... c'est plus les mêmes postes. Basketteur d'une adresse exceptionnelle. Déroutant par ses feintes. Admirer le style lyrique de la presse de l'époque. Moi j'aime beaucoup lire ces articles. C'est l'homme qu'il faut absolument empêcher de tirer au but si on ne veut pas voir trop souvent trembler les filets. Déjà sélectionné en équipe du département, champion de l'Oise, d'Île-de-France en cadet. Certains lui font ou lui ont fait les yeux doux, donc vous étiez peut-être demandé, je vous vois, ça vous dérange pas? Vous étiez demandé par des clubs extérieurs, mais vous êtes resté sur Beauvais. Caractéristique spéciale, exécute presque tous ses tirs d'une seule main, avec une rare maîtrise. Pense beaucoup à sa petite amie, mais aussi au basket. Ça fait plaisir ce genre de petits articles, non? C'est sympa. Voilà, Michel Bordeaux, un garçon bien sympathique. C'est pas la même. Je disais, si c'est pas la même, c'est embêtant. Certes, mais bon, vu les sourires, ça a l'air de bien se passer. Petit point stat, en 1955, 800 licenciés dans le comité de l'Oise, 34 clubs, 6 salles. 4 salles plus 2 salles militaires. Une salle militaire à Noyon, une salle militaire à Compiègne. Ça, c'est l'état de nos structures en 55. Petit à petit, beaucoup de salles vont apparaître un peu partout. Mais on joue encore énormément sur les terrains extérieurs. Nombre d'entre vous ont débuté le basket sur des terrains extérieurs, j'imagine. D'ailleurs, regardez, là, c'est à Crisol, dans l'unique salle de l'Oise, en 52. Crisol, près de Noyon. Alors que le club existant, après, il faut dehors. Oui, c'est vrai. Ouais, le club n'existe plus depuis pas mal d'années. Mais vous, là, les gens des années 80, vous avez certainement joué à Crisol au début. C'était des durs à Crisol? Ça bastonnait? Ah, bagarre. Des bons souvenirs, non? Ah, le basket à cette époque, comment on s'organisait pour faire nos matchs? Comment on faisait pour se déplacer? Regardez par exemple le club des cheminots de Compiègne-Marny. On se déplaçait dans un gros autocar, je ne sais même pas, ça ressemble à une grosse camionnette militaire un peu, bâchée, on se met tous à l'extérieur et on part en déplacement. 1950, c'est le club de Marny. Les matchs au bord du terrain, les OTM, bon bah on se débrouille une petite table, et puis regardez le préposé au sifflet, là. Un superbe sifflet de chef de gare ou d'apôt de la chasse, je ne sais pas trop, avec le petit Nando qui assiste au match, et on est aux aguets pour récupérer les points et les fautes de la part des arbitres. Ces petites photos d'à côté, je trouve ça assez sympa, c'est évocateur du basket de l'époque. Comment?
Non, je disais ça coûtait moins cher qu'un ordinateur. Quoi. Ah, là, on n'est pas sur l'e-mark. Là, c'est sûr, tu risquais pas d'avoir problème de Wi-Fi. Là, tout ce que tu risques, c'est de péter ta mine de crayon. Mais il y avait pas de crayon. À l'époque, les hommes dans leur blazer, ils avaient toujours plein de crayons. Ouais. On s'arrange. 1953, du côté d'Attichy, ça c'est l'équipe des minimes filles du canton de Breuil. On pose fièrement avec son ballon et ses belles tenues. Club majeur féminin de cette époque, le Coq Sportif de Verberie. Elles ont eu une très grosse équipe qui a fait quelques années en championnat de France. D'ailleurs, il y a quelques années, le gymnase de Verberie a fait une cérémonie en imposant une plaque avec le surnom de l'équipe de l'époque qu'on appelait les Alouettes. Mais comme le club s'appelait Coq Sportif de Verberie, elles étaient surtout surnommées les Coquelettes, en fait. Pas les côtelettes, hein, les coquelettes. C'est ma prononciation, pardon. Il y avait Verberie, mais côté féminin, à Beauvais, le gros club c'était le CLEP de Beauvais. Vainqueur de la Coupe de l'Oise de 1955 à 1962. Ici, ils sont en photo en 1957, elles sont en photo, pardon. Madame Bordeaux, est-ce que vous y êtes? Alors, peut-être juste après. En 55, là on est sur un terrain mythique, près d'une falaise de craie, d'une carrière de craie à Marny-les-Compiègnes, au Clos des Vallées. Cet endroit n'existe plus en tant que tel, il y a des immeubles maintenant aujourd'hui. Mais le club des cheminots de Marny, et son grand animateur Michel Hoyer, a développé le basket à Marny, à cet endroit-là. Michel Hoyer est peut-être juste là. On le verra plus tard. Il était en photo d'intro quand vous êtes arrivé dans la salle, c'était lui sur la photo. Les années 60. J'ai pas regardé l'heure au niveau du timing, je sais pas où on en est. Ça va bien pour vous? Non, ça tourne vite, hein. Il faut que je accélère un peu. Les années 60. J'ai essayé de trouver un titre pour chaque DCJ. Avez-vous des questions? Non? Ça va? Le basket ouvrier, pourquoi? À cette époque se développent dans l'Oise des équipes qui appartiennent aux entreprises, aux sociétés. À l'exemple de ce qui se passe dans l'Aisne avec les filles de Château-Thierry, qui ont été 3 ans de suite championnes de France en 50, 51, 52, qui étaient sponsorisées, on dirait aujourd'hui, par l'entreprise Belin, les biscuits, qui avait une boîte à Château-Thierry. Et toutes les filles étaient employées de la boîte, dont la meilleure joueuse française de l'époque, qui avait été ramenée par Roger Belin, certainement avec un peu d'argent. À l'époque, on ne parlait pas de professionnalisme, mais elle n'est pas venue sans rien. Elle s'appelait Anne-Marie Colchen, une des plus grandes choses de l'histoire du basket français. Et donc, dans l'Oise, se développent aussi des équipes de basket dans le sport travailliste, ouvrier. Les plus connus, c'est le grand derby de Montataire. Les rotativistes contre les métallos. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque dans la presse. Les rotativistes, c'est la société Marinoni qui fabriquait du matériel d'imprimerie, des rotatives. Et les métallos, c'était Usinor, qui plus tard s'appellera Solac, et encore autre chose, et disparaîtra. Ces derbies étaient, à ce qu'on m'a dit, j'ai interviewé quelques personnes de l'époque, M. Hernu par exemple, du côté de Marinoni, et la famille Benoît, du côté d'Usinor, c'était assez chaud, très très chaud. Usinor avait la particularité d'avoir son gymnase à lui dans l'enceinte de l'entreprise. On y joue au tennis, on y joue aussi au basket, donc certains d'entre vous ont joué à Usinor, dans les structures. D'ailleurs, on m'avait fait don à l'époque, quand j'ai vu Francis Benoît, un des fils de Serge, d'une superbe bannière des années 50 du club. Donc, en 60, Marinoni, Beauvais gagne la Coupe de l'Oise. Marinoni, les grands joueurs de l'époque, Daguerre, surnommé Bobino Daguerre, peut-être ça rappellera des souvenirs à certains, Jackie Coulombel, ici, qui deviendra ensuite l'entraîneur du club pendant longtemps. Il y avait aussi Claude Lacroix, il me semble, qui a été entraîneur, une grande personnalité du basket des années 60, qui a été arbitre ensuite. Là, vous avez le logo de Marinoni. Quand ce club a disparu, il est devenu Montataire Basketball, le club qu'on connaît aujourd'hui.
C'est d'ailleurs son président, depuis longtemps, Bernard Parizeau, qui m'a offert ce petit sticker. Marinoni gagne 8 Coupes de l'Oise entre 60 et 68 et évolue en division fédérale de 60 à 69 avec la SBM qui deviendra ensuite le BOUC, Beauvais. ASBM, Association Sportive Beauvais-Maricel, qui devient le Beauvais Olympique Université Club, le BOUC. Division fédérale, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de National 3, voire National 2. C'est difficile à quantifier, mais à l'époque, il y avait National, Excellence, Fédérale. 3 divisions, mais beaucoup moins de clubs. Donc on ne peut pas dire avec exactitude que ça vaut la M3 ou la M2 d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose comme ça à peu près. Parce qu'en dessous de Fédérale, il n'y avait pas, c'était Excellence Région. Il y avait 3 niveaux de championnat de France. Voilà, les joueurs majeurs de cette équipe à cette époque, Poulombel, Jean Bartossi, Jacques Hervé. Les métallos contre les rotativistes, voilà, le gros derby de l'époque. Usinor qui a sa propre salle. Hop, j'accélère un peu. Le sport ouvrier, le sport dans les entreprises, quelques exemples supplémentaires. Ici, l'équipe de Case Poquelin, fabrique les grutiers. Alors là, il va y avoir des noms qui vont peut-être parler à la génération un peu plus récente. Regardez, là c'est Alain Rollet. Là, c'est Jean-Antoine Cucci, qui est un très grand joueur et qui a été entraîneur ensuite à Saint-Just. Ici, on a Alain Chenu, qui était entraîneur à Creil. Daniel Giraud, dont le fils Benjamin est un des grands joueurs des années 90. Et là, dans l'équipe en noir de Colgate-Palmolive, qui joue contre l'US Crépy, là, c'est Jean Masson de Crépy, ici. Et là, on a Alain Baronic, futur président du Stade Complément, avec l'équipe de Colgate-Palmolive. Désolé pour les gens à qui ça ne parle pas du tout. Du point de vue de la formation du joueur, on fait appel aux maîtres locaux pour encadrer les équipes de l'Oise. Par exemple, l'équipe de l'Oise cadet dans les années 60, Gustave de Crombec, ce grand joueur des années 30. Alors là, en fait, j'ai mis cette photo-là juste pour ça, regardez la touche de l'arbitre quand même. On n'est pas encore dans les années 70. Hein. Maté, mais pas de def, le béret, qui était très à la mode dans les années 30 au basket, mais là, il a toujours son béret. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de chemise d'arbitre. On essayait de trouver une tenue grise, un chandail gris, et on mettait son écusson. Voilà. Il n'y avait pas de tenue spéciale d'arbitre. Oui? Vous reconnaissez des gens peut-être? Les 3 du bas. Les 3 du bas. De Crombec. Le fils de Crombec. Là? Non, au milieu. Là, ok. C'est vrai qu'il lui ressemble. Je ne me rappelle plus des noms. Les salles commencent à arriver. Gymnase Teinturier à Compiègne. Vous reconnaissez avec ces tourelles des deux côtés? Voilà, c'est le jour de l'inauguration. Le gymnase Georges Teinturier à Compiègne. Et là, c'est Marny qui joue, le 5 Marny, donc ça peut être que Michel Ollier. Mais on joue encore beaucoup en extérieur. Regardez cet objet absolument indispensable du basket en extérieur. Le balai. Pourquoi le balai au basket? Pour la neige. Il faut déneiger, il faut enlever les feuilles mortes, il faut enlever les flaques d'eau. Et les joueurs se faisaient ça eux-mêmes, sinon ils ne pouvaient pas faire leurs entraînements. Jusque dans les années 80, à Pontpoint, on m'a dit, voilà, il fallait qu'on déneige. Avant la salle de Pontpoint, il y avait un playground, un terrain d'extérieur à côté, et il fallait déneiger. Là, on est à Rantigny. Est-ce que vous reconnaissez là, ce petit bonhomme? Georges Aubry, futur président du club de Verbeuf, voilà, qui a débuté le basket à Rantigny. C'est lui qui m'a filé la photo, sinon je l'aurais pas vu. Dans les années 60, en extérieur, Crépy-en-Valois, vous voyez la tenue d'arbitre comme je vous disais, on se trouve à un chandail quelconque, on met les cuissons et hop, c'est parti. On est arbitre. Là, superbe allure, Alain Rollet, futur arbitre, futur élu au comité de bassin. Là, une photo qui devrait faire plaisir à M. Laurent, qui est juste là, de Clermont. On joue au basket. Là, les fans de voiture, ils peuvent peut-être dater le match, hein, parce qu'on voit quand même des beaux modèles. Ah, Gérard Laurent, je crois que vous êtes là. C'est ça? Je reconnais votre
votre avis. Parce que j'ai eu plein d'autres photos grâce à vous, je vous remercie beaucoup. Là, c'est sur un terrain qu'on appelait le rond de danse à Clermont. Ça existe toujours, ça ressemble à ça maintenant? Ouais. En féminine, le club devient le bouc, mais la domination perdure. Madame Bordeaux, 13 points, au final de Coupe de l'Oise 62, bravo, félicitations. Donc vous êtes là quelque part sur la photo, j'avoue que j'ai du mal à reconnaître. Je ne sais pas. Par contre, l'entraîneur, il se peut que ce soit Kitoumi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le palmarès, le club remporte la Coupe de l'Oise sans discontinuer de 64 à 70. Verberie, en 63, avec la grande joueuse de l'époque, ici, Janine Carpentier. Côté masculin, les années 60, voilà, le Bouc et Beauvais Olympique Université Club, une des meilleures équipes de l'Oise. Son entraîneur, un grand technicien qui aura une grande influence sur le basket dans l'Oise, Robert Porte. L'équipe actuelle de Beauvais en garçon, le BBCO, joue dans le gymnase Robert Porte. Malheureusement, j'ai essayé de militer à l'époque, il n'y a pas de photo de Robert Porte dans le gymnase. Ça aurait été bien qu'il y ait une petite plaque, une évocation de sa carrière, de son parcours. Gérard Laurent, vous êtes juste là. Merci pour la photo, d'ailleurs. Et là, on a un des premiers étrangers marquants qui va rester qu'une saison, je crois, à Beauvais, le Bulgare Yagorikov. La photo est inversée, désolé, j'ai pas réussi à la remettre. Vous voyez, les numéros ils sont à l'envers. Il est resté plusieurs saisons, Yagorikov? Au COB après? Merci, j'avais pas de trace de son passage. Ici, un nom bien connu du basket à Beauvais, Michel Parly, qui a eu des enfants ensuite qui ont joué au basket. Christine, qui a été une super joueuse à Compiègne dans les années 90. Et ici, c'est Albert Porte. Voilà. Robert Porte, voilà, un pionnier du basket. C'est indissociable de sa femme, Marthe Porte, qui était une très grande joueuse de l'époque aussi, côté Beauvais. Les filles de Beauvais évoluent en national, donc avec Madame Bordeaux et Marthe Porte, en 57-58 sous le maillot du club, puis en excellence fédérale jusqu'en 65 avec le Bouc. Dans les années 40-50, Robert Porte, il joue au Franc-Marché à Beauvais, ensuite dans la cour de l'école Pellerin avec son club, et à la caserne Vatrin. Il y a une scission, et avec son beau-père, M. Mérès, le père de Marthe Porte, il crée le Bouc en partant du club. Non, il forme le club, et après avec M. Mérès, il va au Bouc. 65, constitution de la Ligue. Alors là, vous n'allez peut-être pas percevoir sur la photo, désolé, elle n'est pas top, mais... Comment? Ben voilà, je voulais en venir ici. C'est pas facile. Ça, c'est le grand drame des personnes de couleur sur les photos. Hein. C'est quand même compliqué de reconnaître Yves Golitin. Désolé. J'ai plein de potes qui, à chaque fois, me chambrent en disant c'est sympa sur la photo, là, il y a Bali Kouzou, hein. Un ami qui me dit tu mets une photo, on ne voit pas. Quoi. Chris Morland, pareil. Voilà, la Fédé se structure. Création des postes de conseillers techniques départementaux. En 1967, l'Oise accueille son premier conseiller technique qui va agir donc, sur la formation des cadres, des entraîneurs, et la formation du joueur. On le voit ici, on le devine ici, Yves Golitin, donc c'est son nom, avec l'équipe de l'Oise junior 1968. Là, Michel Batelier. Voilà. Bernard Rey. Les années 70, on avance. 20h08. J'ai essayé de faire vite quand même. Mais... Ça va, vous n'avez pas trop... Les nouveaux bastions, années 70. Ah, peut-être des gens qui vont dire ça va parler un peu plus dans la période. Après l'ASBM et Marinoni, un contre-coup au niveau des résultats dans les années 70. Moins de présence de clubs au niveau national. Seulement Usinor de 74 à 76 côté garçon. Mais un club dont on a peu parlé, sauf à l'époque du COFA des années 30, le bébé Noyon commence à émerger, vers 77. En 78, bébé Noyon arrive en National 4. C'est l'époque du début de la mode des Américains. On va faire son marché en Belgique, un agent a son lot d'Américains, et on va en piocher comme ça. On va en récupérer un qui sort de la fac, il est étudiant, et il vient faire un an à la poule à l'étranger. De toute façon, quand il sort d'université,
du niveau N4 France pour lui, c'est la balade. Donc il vient, il fait du tourisme, il va à Paris le week-end, il fait ses petits matchs. Donc à Beauvais, comme ça, les premiers Américains sont arrivés vers 75-76, par là. Noyon succombe aussi à la mode, on va dire. Et Esquenois, un petit village du nord du département, quitte son terrain en plein air, son terrain de l'Arginière, n'est-ce pas Marc? En plein air pour se construire, moi j'ai fait une petite blague, hein, un tombeau, non, un hangar en fait. 75. Bébé Noyon fait un beau parcours en coupe UFOLEP. UFOLEP, une autre fédération affinitaire qui avait aussi ses championnats. L'ancien pro, Jean-Jacques Blondel, un grand nom du basket en l'Oise, j'en ai pas encore parlé parce qu'en fait il vient de l'Aisne, donc je ne vais pas le considérer comme voisin. Il vient de Chauny, la famille Blondel. Donc Blondel, Jean-Jacques, qui est ici, qu'on connaît bien parce qu'il a été ensuite président du comité de l'Oise et de la Ligue de Picardie, il encadre une très belle génération de joueurs du cru. Michel de Noyelles, les frères Villain, non, ça c'est Laurent, Jackie Falaise, voilà, Laurent il est là, Denis Laurent, et puis là il y a un Villain, il me semble. Eric, c'est ça? Ah, tu m'écoutais pas, ok. Je sais pas, je suis de Saint-Léger. T'es de Saint-Léger. Là, Bouchaïd Fénal, là l'entraîneur des filles, Alain Brisac. C'est bon? Alors là, c'est Jackie Falaise, Gérard Cabordel ici, voilà, qui a été l'entraîneur ensuite de l'équipe de Noyon. Et là, le dirigeant Marcel Falaise, président, grand président. Première année en national, national 4, 77-78. Première apparition dans l'Oise d'un duo d'inséparables. Debroise et 6. Henri et 6, Roland Debroise, qui feront de très longues carrières d'entraîneurs dans l'Oise, par la suite jusque dans les années 2000-2010. Plus que dans l'Oise, Roland Debroise, jusqu'en proie, en remplacement de Grégor Beugnot au Racing pour un intermède. Il était coach des espoirs à cette époque-là, en 92. Et alors, Frédéric, peut-être ça va te parler. Si tu ne veux pas que je te le présente, je ne te le présente pas, mais je peux quand même dire 2 mots sur ta présence qui nous fait bien plaisir. Frédéric Weiss, vice-champion olympique en l'an 2000 à Sydney, vainqueur de la Coupe Corach avec, je vais dire une connerie. Avec Limoges, en 2000, le triplé, tu n'étais pas encore à Malaga. Oh non, voilà. Bon, Frédéric Weiss, pour tous les fans de basket, je pense que son nom vous dit quelque chose. Merci beaucoup de nous honorer de ta présence. Merci à Laurence, sa sœur, qui est basée ici même à Beauvais. Ce gars-là, c'est Gordy Brockman, c'est le père de John Brockman, qui a joué à Limoges et à Châlons. Donc son père a joué 1 an en France, seulement 1 an, après il est retourné aux États-Unis. Et voilà, Gordy Brockman, le premier américain du club de Noyon, dans l'Oise. Et d'ailleurs, quand il est revenu voir son fils à Limoges, il était venu passer 2-3 jours à Paris, et on avait organisé une petite réunion avec Jean-Jacques Blondel et Roland Debroise pour voir Gordy une journée, et ils sont retraités. Voilà. Côté féminine, les années 70, c'est le Stade Compiègnois qui domine, entraîné par Jean-Antoine Cucci, avec des joueuses majeures telles que sa femme, Dominique Roux, qu'on voit ici, avec leur fille, Stéphane, Monique Baronic, personnalité très importante du basket dans la formation et qui forme toujours encore aujourd'hui à l'heure actuelle les jeunes au Stade Compiègnois, et la regrettée future présidente du club, Michel Guizard. Et on a aussi la femme d'Alain Rollet, on a Madame Patricia Roulon aussi. Première expatriée, on va appeler ça comme ça, joueuse issue de la Picardie, pardon, de l'Oise, de Crépy-en-Valois, qui fera une carrière nationale et en équipe de France. Elle fera partie de la grande équipe du Clermont UC, les demoiselles de Clermont, qui ont fait 4 finales de Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, contre l'immense russe Semenova, ou Yana Semenova. Dominique Saint-Saulnier vient de l'Oise. Ça augure d'une grande série de futurs grands joueurs issus de notre département. À l'époque, ils ne partaient pas, ils restaient. Mais avec la structuration du basket, des centres de formation, de plein de choses au niveau fédéral qui font que les meilleurs sont repérés de plus en plus tôt
On va voir plus tard, à partir de 88, la création des pôles espoirs au niveau régional, qui va faire un appel d'air et plein de jeunes picards, oisiens ou oisiennes, vont pouvoir embrasser une carrière professionnelle. Les années 80, le boom du basket. Je suis désolé, c'est long, il va falloir que je speed encore plus. Hop, on zappe, ça je vais le dire. Côté féminin, les années 80, c'est Saint-Just. Là, il y a une fille qui dit, regarde, c'est ma mère, c'est ma mère. Regarde, ma mère, elle est là, elle est là. Elle est là. Martine, tu peux lever ta main? Tu es où, Martine? Martine Roussel, donc Martine Deschamps, aujourd'hui, des meilleures joueuses des années 80 dans l'Oise, à Saint-Just, avec Christine Cochet, Nathalie Scal et Christelle Blondeau ici, et une future professionnelle, Laurence Zira, ici. Martine, tu es là, voilà, avec Jean-Antoine Cucci en entraîneur. Années 80, Noyon devient le meilleur club de l'Oise. En 82, ils accèdent à la Nationale 2. Un des Américains, si c'était l'Américain le plus marquant de l'histoire du basket en l'Oise, arrive à Noyon. Harley Major. Là, on a la première équipe de N2 à Noyon, avec Harley Major, et quelques figures du basket noyonnais, Bardi, Thierry Ferré aussi, et bien d'autres. Voilà, pour Noyon. Damien Rass aussi, joueur formé à Pompier. Voilà, deux équipes de Noyon qui ont accédé jusqu'en National 2, avec beaucoup de joueurs. Il faut que je passe parce que c'est trop long pour vous, j'imagine. Là, le deuxième américain de Noyon de cette époque, marquant, Lonnie Lewis. La paire ensuite jouera dans un autre club dont on va parler juste après. Thierry Ferré est là, grande figure du basket noyonnais. Didier Pachot-Sinski. Vincent Souchot. À Beauvais, les années 80, aussi présence en national, avant la longue montée vers la Pro B. L'entraîneur mythique de l'époque, Michel Cassarin-Grand, frère du président, ici, Michel qui est là, avec les Américains chaque année, ou Africains. Ici, l'Américain Paul Bergman, qui fera une longue carrière en pro ensuite. Et là, Sénégalais, Baba Tandian, en 83, qui sera plus tard président de la Fédération sénégalaise de basketball. Et là, vous connaissez sûrement les noms, les Clément, les frères Clément, là, François Tison, là, Thierry Poulain, qui deviendra un entraîneur et qui fera des livres sur le basket très très pointu, Thierry Poulain, que Bernard, tu dois le reconnaître. Le Stade Compiègnois aussi, dans les années 80, avec Zachary Jones, Zach Jones, 82 ici, Faragay, Claude Stradi, Watremez, Souchot, Mohamed Makalou, avec l'entraîneur Michel Le Sobre, les frères Briat, Manu Briat, Stradi, Faragay, Boko, Davo. Et là, je voulais mettre cette photo-là au début de ma présentation parce que je l'aime beaucoup. Non, c'est pas économe. C'est les portes de l'enfer. Pas économe. Il faut que je réveille la foule, là, il faut que je parle un peu. C'est les portes de l'enfer, là, quand même. Combien de gens ont gagné dans cette salle sans porter le maillot des Quenois? Vous avez gagné les Quenois? Ah, bravo, les gars. Parce que ça, c'est que vous jouez où? Beauvais Wolf. Club qui a 3 ans d'existence. C'est sympa d'être venu, merci beaucoup. T'as gagné aussi? Ouais, Avec avec Saint-Just. Saint-Just? Oh, mais ça compte pas, ils sont cousins, Saint-Just et Quenois, c'est proche. Fais gaffe, t'as le président au-dessus de toi. T'as gagné? Bon bah ouais, mais vous êtes pas sympa, ma vanne elle tombe à l'eau, tout le monde a gagné les Quenois. Ouais, il y a beaucoup plus de gens qui ont mordu la poussière que de gagner. Les Quenois, c'est vraiment le phénomène. Ah bah là, Beauvais Wolf, c'est l'an dernier. Alors. Non, pendant toutes les années 80, compliqué. Hein. Vous imaginez? Vous auriez pu gagner souvent quand même s'il n'y avait pas la famille Fourmeau et Quenois. Ah, ça aurait été tranquille hein, sans les Fourmeau et Quenois. Sauf qu'il n'y aurait pas eu des Quenois sans les Fourmeau.
Le hangar. C'est un village de 800 habitants dans le nord de l'Oise. Il y a des gens ici peut-être qui ne connaissent pas les Quenois. Alors Fred, je suis content de te mettre au parfum. Voilà, ce maillot bleu par exemple, le maillot des Quenois en N2 à l'époque. En 82, Équenois, club qui vivotait, qui a été arrêté, qui a été repris au début des années 70 par donc le président Raymond Fourmeau. Ce président a la particularité d'avoir 4 garçons et une fille, et 4 garçons qui jouent au basket, et qui jouent les 4 en même temps. Et ils ont joué en même temps jusqu'en National 2, la NM1 d'aujourd'hui. Le plus vieux des 4 est ici ce soir, c'est Marc Fourmeau. Merci Marc d'être venu. Marc Fourmeau, il est juste là. Et pour passer un palier, le président équenois, qu'est-ce qu'il va chercher? Un vieux brigand du basket, quelqu'un qui connaît le basket dans la région, Michel Bordeaux. Le retour de Michel avec Équenois. Premier coup d'éclat en 82, quart de finale de Coupe de France contre Denain à Saint-Just, le grand Denain. Il n'y avait pas Jean de Gros, mais c'était la génération d'en dessous, Valérie de Maury et d'autres, le Cerf, Bourse, des grands joueurs. Michel Bordeaux jusqu'en 84 avec Équenois. Donc on a Luc, Jean-Pierre, Marc, et quelques années après, Guy va les rejoindre. En 85, je ne sais pas encore, le plus jeune des 4. Équenois va régner sur le basket oisien du niveau amateur. On met de côté le CO Beauvais qui est allé jusqu'en Pro B. Équenois a gagné 19 finales de Coupe de l'Oise entre 82 et 2008. Le grand exploit de l'histoire du club d'Équenois, c'est la victoire en 88 en finale de la Coupe de France. À l'époque, qui n'était pas ouverte au club Pro A Pro B, mais ouverte au club N2. À l'époque, Équenois est en N3. Et Équenois va taper plusieurs clubs de N2 pour aller gagner avec un soutien populaire incroyable. Un TGV spécial est affrété exprès au départ de Breteuil. Breteuil, c'est la ville qui est juste à côté d'Équenois, là où il y aura leur grande salle en N2, pour aller jusqu'à Saint-Michel-de-Maurienne, en Savoie, pour aller battre l'équipe de Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, c'est ça. Le président Fourmeau est là. Les entraîneurs de l'époque, Michel a passé la main, sont Nicole Lagache et Gérard Boulingui. Fred, à part peut-être le nom d'Arlé Major, les autres, c'est pas possible, ça te dit rien, c'est que des gars du coin. Sauf... Non, il est déjà parti. Non, il va jouer l'année d'après. Le père de Nando de Colo, Bruno de Colo, va jouer l'année d'après avec Équenois en N2. Donc là, soutien, majorette. Enfin, les majorettes d'Équenois, c'était des hommes, hein, habillés en majorette. Le Bob Équenois. Oui, oui, je n'ai pas osé mettre la photo des majors même. Là. Dans les années 80, l'Oise reçoit des grands événements basket, des événements nationaux. J'ai écrit que certainement, c'est parce qu'à l'époque, les secrétaires généraux de la Fédé, ils venaient de l'Oise. Raymond Aventin, puis Georges Blondet. Ça a peut-être aidé à ce qu'on ait des beaux événements. Au Gymnase Teinturier, par exemple, le Stade français féminin joue des demi-finales de Coupe d'Europe. En 83-84, contre Moscou, contre l'Étoile Rouge. On accueille à Compiègne des phases finales de championnat de France de National 4 et des barrages d'accession N2, N1 en 1980 avec le CSP Limoges, qui à Compiègne valide sa montée en National 1 avec Richard Dacoury et une coupe afro comme ça, au Gymnase Teinturier. Grand moment du basket dans l'Oise, un match de gala en 1983, où double rencontre de gala. Vous reconnaissez la salle? Coubertin à Beauvais. Coubertin. On monte une sélection de l'Oise, garçons, une sélection filles, pour jouer contre ce qui se fait de mieux, le Stade français féminin, et pour les garçons, le CSP Limoges. Limoges honore le contrat, c'est une rencontre sponsorisée par le Crédit Agricole. Ils honorent quand même le contrat, malgré le fait que la veille, ils reviennent d'une victoire en Coupe de la Fédération à Paris. Et ils vont quand même assurer le match. Martine? Oui. T'es là? Oui. On ne dira pas le score, promis. Non. Par contre, t'es là. Voilà. Nathalie Scal, Thérèse Damblève, qui sera Thérèse Lanquepin, présidente du Stade Compiègnois, une autre joueuse de Saint-Just avec toi, Elisabeth de Moucron, Dominique Roux, Icane Malmurtry, voilà. Rosemarie Scheffler. Voilà, Laurence qui en parlait. Donc c'est une des deux grandes internationales de l'Oise des années 80. On va en parler juste après. Alima Soussi,
Baouli Cambi, Cathy Clézardin, voilà, des très grands noms du basket féminin de l'époque. Nathalie Etienne, Christelle Doumer. Non. C'est Christelle? Ou ça, Je Christelle suis Doumer? pas sûr. Non, je crois pas, hein, parce que ces joueuses-là, je les connais bien. Nathalie Gallard. Ouais. Mais je crois pas que ce soit Christelle. Oui, elle est là. Côté garçon, c'est le grand CSP Limoges qui arrive. Auréolé en 83 de leur deuxième victoire en Coupe Courage. Ed Murphy, un des plus grands Américains de l'histoire du basket français, juste ici. Apollo Faye, international. Richard Dacoury, international. Sénégal, meneur de l'équipe de France. Didier Dobels, de Ganis. Voilà, des très grands. Et là, Marc. Sympa ce match? Ouais. Marc et Jean-Pierre, ton frère y était aussi. Je vous passe tous les noms là. Harley Major est là. Et James Gilbert, américain de Beauvais, qui travaillait à l'hôpital ici à Beauvais pendant longtemps. Voilà, quelques photos du match. Jean-Pierre Fourmeau face à Sénégal et Claude Stratton. Les Américains arrivent dans l'Oise. Je vous ai mis les 4 principaux selon moi. Harley Major, mais là avec Saint-Quentin sur un match exhibition, avec à l'arbitrage Jean-Jacques Blondel. Lonnie Lewis, c'est à Coubertin à Beauvais. Regardez la hauteur du dunk, il va y en mettre plein la gueule. Et c'est James Gilbert avec Beauvais. Là, c'est un match avec Quenois Beauvais. Jimmy Gilbert et Zach Jones à Compiègne, dans les années 93-95. D'autres Américains, à Noyon Tim Collins, à Beauvais en 81, Mike Babin. Je ne sais pas si ça rappelle quelque chose à quelqu'un, il est pasteur maintenant aux États-Unis. Ce gars-là a claqué des 51 points dans un match en national à l'époque. Maurice Carbeau. Et alors là, très sympa, l'Américain de Beauvais en 78. L'an dernier, il est revenu à Compiègne. J'avais organisé un grand tournoi des légendes. Et il a répondu à l'invitation grâce à François Tison, joueur de l'époque. Et donc ce monsieur, c'est lui. 40 ans après. Cet Américain est venu jouer, il a fait ses 2 matchs en juin 2018 avec nous. Et c'était vraiment génial de l'avoir. Quelques grands joueurs des années 80 dans l'Oise. Thierry Ferré, Stradi, Manu Briat, Jean-Pierre Fourmeau. D'aucuns disaient le plus talentueux des 4. À ce qui paraît, qui aurait refusé donc pas mal de sollicitations pour les clubs importants de l'époque, à Berck et autres. Ben voilà, Thierry N de Beauvais, Bardi, Thierry Ollier, Damien Rass. 2 grandes internationales qui ont débuté à Marny, Amy Cissé, qui est juste là, à côté de Michel Ollier et Joël Collet. Donc il y a une très belle carrière internationale, 79 sélections, double championne de France, médaille d'argent au championnat d'Europe 93 avec l'équipe de France, championnat du monde 94. Voilà, elle travaille, elle est sur Paris maintenant, issue du club de... Son frère est journaliste, on le voit régulièrement à la télé, Sylvain Henri Cissé. Et Rosemary Scheffler. Alors là, son histoire est incroyable, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle vient d'un tout petit club de village, elle mesure 2,2 m. Encore aujourd'hui, c'est certainement la plus grande femme de France. Elle vient du club de Rully, entre Senlis et Verberie. Et elle a été repérée, ensuite envoyée à l'INSEP en formation. Et elle a suivi une très longue carrière en équipe en division nationale. Également Laurence Yeba, qui vient de Apremont et Coix-la-Forêt, et qui a joué ensuite à Saint-Just. Voilà, double championne de France avec Orchy, 88 et 94. Elle est à côté de Bertrand Gamès. C'est pas Picard, donc là je parle que de l'Oise, un très grand formateur du côté de Saint-Quentin, entraîneur et animateur de la section sport-études féminine. Le basket des villages, il n'y a pas que les villes qui ont aussi performé. Saint-Léger-au-Bois, vainqueur de la Coupe de l'Oise 81, avec Alain Bréquiez au shoot. Eric, tu étais dans cette équipe, et ton maillot est juste là d'ailleurs. Voilà, le maillot vert juste en bas, c'est le maillot de la rencontre. Le CS Pontpoint, et à Saint-Léger, eh ben, on met les mains dans le cambouis, hein, plutôt dans le plâtre, et c'est les joueurs qui construisent le clubhouse. Je vais plus vite sur les années 99-2000, vu que c'est plutôt une réunion à vocation historique. Structuration de la pyramide de formation. Au niveau de la Fédé, on crée des pôles espoirs, des centres régionaux de haut niveau, l'ancêtre du pôle espoir, dès 90,
et les sélections régionales. Ça permet de détecter beaucoup plus de monde et de mieux les former. Effet Dream Team, en 92, beaucoup de gens, dont je fais partie, se mettent au basket, grâce à l'émergence de cette équipe au JO de Barcelone. Et l'Oise profite à plein de ce creuset de talent issu des quartiers populaires. Je vais noter ça comme ça. Beaucoup de jeunes vont se mettre au basket, et l'Oise va voir beaucoup de ces jeunes devenir internationaux, suivre des grandes carrières, issus de ces quartiers populaires. Le plus bel exemple, Charles Cahudi, issu du quartier Saint-Jean à Beauvais. Il n'y a pas que lui. Il y a plein de gens, Frédéric, tu vas reconnaître quelques noms, qui viennent de l'Oise. Là, on est sur des joueurs des années 90. Je vais passer rapidement. C'est beaucoup des Quenois, Anselmé, Duhoux, Villain, Loïc Cardet, David de Groise, Aneka, de Maison, connaît l'armée Stéphane Noé, Émeric Fourmont. Dans les années 90, les Quenois continuent sa domination en National 2 avec Benkali Kaba, en joueur majeur, avec Lubomir Amiorkov, un Bulgare. Et là, on n'a pas les 4 formants. Marc est parti, mais il y a Jean-Pierre en N2, Guy en N2, Luc en N2. Voilà. Et c'est à partir des 93 que le COP entame sa montée vers la Pro B. 97 en N2, 99 en Pro B. Entraîneur, Jerry Lime. Ensuite, il n'y a plus de joueurs beauvaisiens dans cette équipe, ce sont des professionnels. On a des valses d'Américains, non, voilà, Charlie Grotus. Et des joueurs qui ne sont pas du cru, à part de temps en temps un petit jeune qui fait le 10e. Ici, Jérémy Collet. Malheureusement, Beauvais, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Au niveau du club pro, il y a eu des périodes up and down et il y a eu des mauvais moments. Des guerres ouvertes entre le président et son frère, général manager général. Et une dernière année professionnelle, après 7 ans de Pro B, en 2004-2005. Avec 2 joueurs oisiens dans l'effectif, Collet et Riquiez. On a annoncé en ce début de saison l'objectif Pro A, avec l'entraîneur Marc Silver, qui avait connu des grands succès avec Orchi en féminine. Malheureusement, à la fin de l'année, on n'arrive même pas à finir la saison. On est obligé de faire signer des contrats à un petit jeune pour qu'il fasse le 10e homme. Et ensuite, c'est les guéguerres d'Assemblée Générale pour en finir à la dissolution, malheureusement. L'année d'après, le club repart sous un nouveau nom en National 3, grâce aux bénévoles locaux que sont Nanou Lefeu, Agnès Carrière, qui relance le Beauvais BCO. Stade Compiègnois dans les années 90. En féminine, c'est le Stade Compiègnois et Nogent, les clubs majeurs des années 90, avec aussi Crépy et Lacroix. Les années 2000 et 2010, Gouvieux et Marny sont les étendards. Pour terminer, petite galerie de portraits, parce que je n'ai pas pu évoquer tous les grands noms, c'est très dur de synthétiser. Les meilleures oisiennes s'expatrient. Quand je vous parlais du creuset de talent issu des quartiers populaires, la vague d'immigration a fait que dans les années 70-80, l'Oise a eu des talents issus de la diversité et au niveau basket, ça a aidé complètement à l'essor des sélections régionales, départementales. Johan Gomis vient de Nogent-sur-Oise, Karine Paul, Saint-Lé-d'Esran, en international jeune et senior, équipe de France senior, Ramata Diaco de Compiègne, Sofia Elenga, championne d'Europe U20 de Nogent, sa sœur Kekeli Elenga de Nogent, Viviane Adjutor de Beauvais et Nogent, et plus proche de nous, Aminata Gay de Noyon, Jessica Mavambou de Compiègne. Côté garçon, on a aussi notre lot de grands champions issus de l'Oise. Karim Souchu, qui vient de l'Oise, qui vient de Angicourt, un club qui n'existe plus, mais à côté de Nogent-sur-Oise. Il a joué une demi-saison à Nogent et il est parti direct en espoir. Je te laisse pour faire la photo, Fred. À côté de lui, Chris Morland et son frère Patchelis Morland, qui viennent de Nogent également.
avec la casquette rouge, Patrice Morland, donc est le premier et à ce jour le seul Oisien qui a été drafté par la NBA, choisi par un club NBA. Chris Morland, 17 ans de carrière en Ligue nationale, Pro A, Pro B. Et là, Charles Cahudi, chopé à la sortie de l'avion par moi-même, avec sa médaille de champion d'Europe 2013, avec l'équipe de France. Il en est aujourd'hui à 102 sélections en équipe de France. Charles Cahudi vient de Beauvais. Il a joué à Beauvais et il n'oublie jamais Beauvais. Je sais qu'avec le Beauvais Wolf, il a quelques petites acquaintances. Son frère Henri Cahudi, champion d'Europe 2010 aussi, qui maintenant est à Longo après une carrière Pro A, Pro B. Et Quenois, c'est vrai. Je l'ai vu sur les photos, je n'ai pas compris. Il est avec Quenois, Henri Cahudi, je ne savais pas. Il a gardé le numéro 13, tu as raison. L'an dernier, il était à Longo, il est arrivé avec Quenois. C'est bien. Là, tu chopes un triple médaillé international hein, avec Henri. Et le tout dernier, Warren Wogiren, qui a été l'espoir à Cholet, qui est maintenant à Pro B. Plus quelques joueurs majeurs des divisions amateurs qui sont issus de l'Oise. Le plus grand palmarès, Charles Cahudi. Ici, en équipe de l'Oise. Benjamin, en 99. De sa promo, deux ont fait une belle petite carrière. Damien Bollard et Christophe Dos Santos. C'était qui le coach de là? C'était Gérard Lelarge, tout à fait. On va parler des techniciens juste après. Les présidents du comité de l'Oise, Francis Trollard, 40 ans de présidence. Puis Raymond Aventin, qui avait un poste aussi à la Fédé, secrétaire général, Jean-Jacques Mondel, David Attard, et depuis 2014, Grégoire Penet. Comment? J'ai oublié 6 mois, mais j'avais pas la place, ça faisait pas joli. Entre 88 et 89, Joël Collet a assuré un intérim. Tu croyais m'avoir, mais tu m'as pas eu. Les dirigeants, Francis Trollard, dont on a parlé tout à l'heure, Raymond Aventin, Marcel Laine, Gilbert Stradi et Marcel Laine, devant un petit jeune qui va faire une petite carrière sympathique. Vous connaissez? Hervé Dubuisson. Des grands dirigeants, des dirigeants marquants de ces dernières années au comité de l'Oise, Robert Boutillier, commission des jeunes, Daniel Mollet d'Attichy, Michel Ollier, Marly-les-Compiègnes, Roger Tison à Bonpoint. Sans oublier des pionniers, Baticle, Rosny, Thérieux et Serge Benoît. J'aurais aimé avoir des photos, mais j'en ai pas. Michel Ollier avec les jeunes, une photo que j'aime beaucoup. Donc pendant très longtemps, Michel Ollier, voilà, président de la commission sportive, de 88 à 2016. Des dirigeants emblématiques, des présidents de clubs, Fourmeau, Falaise, à Noyon, ici même Gilbert Cassarin-Grand, Lancli à Louvieux, Masson à Crépy, Mimi Guizard, Gérard Pissy à Claroy, le basket aussi de village, je ne voulais pas oublier, Gérard Pissy et Jean Oisel, qui nous a quittés il y a peu de temps, d'après. Les techniciens, les coachs importants au niveau fédéral, au niveau de ce métier institutionnel, le premier, c'était D. Donc Yves Collitin, on le voit un peu mieux là. C'est mieux comme photo. Ensuite Thierry Moulec, qui est breton, qui n'est pas de l'Oise, mais qui arrive en 88 à Louvieux, et qui a eu une très grande importance sur la structuration, en étant le premier à diriger le pôle espoir à Saint-Quentin et sur la formation de cadre. Gérard Lelarge, qui est depuis 25 ans le conseiller technique départemental dans l'Oise. Des entraîneurs importants comme Jean-Antoine Cucci, Roland Demoise, Henri Essis, Monique Baronic, toujours en activité du côté de Compiègne. Et une galerie de portraits que vous reconnaîtrez, des coachs actuels. Valérie Casville, qui a aussi des féminines qui coachent quand même. Et le tout dernier en date, Wani Mugambouzi, formé dans l'Oise en tant qu'entraîneur, encadrant des sélections départementales de l'Oise et qui maintenant est assistant coach en Ligue féminine à Landerneau. Et qui a fait un très beau colloque, une belle intervention au Beauvais Wolf il n'y a pas très longtemps. Je ne pouvais pas finir sans ma famille de cœur, hein, les arbitres. Là c'est fini, promis. Raymond Vatelier, on n'en a pas parlé, c'était aussi un entraîneur marquant des années 80, pardon, des années 70-80. Hervé Leroy, de Noyon, qui a été le premier à siffler jusqu'en première division. Je ne compte pas Jean-Jacques Mondel, il n'est pas de l'Oise. Joël Collet, Jocelyne Maladel,
Cette moustache-là, c'est la plus connue du sifflet dans l'Oise, hein, Thierry Mutos. Marie-Jo Fuentes, qui a été la première arbitre féminine de l'Oise en fédéral. François Lafaux, un jeune arbitre de Saint-Léger. Eric Folten. Gilles Vincenti, Rémi Bollard. Voilà, grands arbitres de l'Oise des années 2000. Merci de votre attention. Je ne vais même pas regarder l'heure, je suis désolé. Je sais que j'étais trop long. Je suis navré auprès des dirigeants de... 2 heures. 2 heures? Je vais me faire massacrer. Je dois vous laisser la parole pour des questions diverses, pour des choses à évoquer. Je sais que c'est la coutume. Je vous remercie pour cette présentation très vivante et participative. Effectivement, je suis sûre que vous avez des tas d'anecdotes et d'histoires à vous raconter. Avez-vous des questions plus précises sur la présentation qu'a faite M. Janssen ou autres remarques sur la présentation de ce soir? Non, vous les avez vraiment... C'est vrai, il y avait une promesse qui n'a pas été tenue. Vous deviez tomber la veste. Vous voulez ressembler en pris dans l'air, je sais pas. Il enlève pour tomber. Il comprend. Non, écoutez, je vous remercie pour ce beau panorama qui était vraiment vivant. Voilà, une présentation tout à fait différente de ce qu'on a eu dans le cours de l'année, mais vraiment pour nous ça change et c'était très intéressant de vous recevoir suite à vos recherches en salle de lecture. Donc vraiment un grand merci, à vous. On a été aussi ravis de vous accueillir ce soir. Pour nous c'est un public différent des conférences qu'on propose habituellement et on était vraiment justement ravis de toucher d'autres personnes sur lesquelles on sort un petit peu de l'ordinaire ou des présentations historiques classiques. Voilà, on peut traiter tout type de sujets aux archives, y compris le basketball. Donc, on était ravis de vous accueillir ce soir. La prochaine conférence, c'est le 19 novembre, donc toujours un mardi à 18h30. On change de période historique, puisque là on s'intéressera aux premières championnes féminines de la belle époque et au début du sport féminin. Donc bonne soirée à vous et puis à bientôt. C'est bien passé le premier match? Ouais, nickel. Bah, enfin, on a pas le temps de c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mardi. Oui, ben, le message, toi tu nous l'en parles par vendredi.